Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver ce matin. Bien le bonjour. Vous êtes bien sûr sur Info TV et c'est votre programme Espace Miné qui prend le contrôle à l'instant. 10h, 11h52. Nous déminons l'espace ensemble et ce mardi 27 janvier 2026, nous sommes encore là pour faire le job. Aujourd'hui, votre émission aura bien sûr ses rubriques habituelles. Tout à l'heure, vous aurez la quintessence de l'information parue en kiosque et c'est bien sûr une affaire de Joseph Patrick Bala. La dénonciation sera également au rendez-vous ce jour et l'analyse du jour portera d'ailleurs sur le développement. On s'intéresse bien sûr à cette production et bien sûr à la consommation sur le plan national et même sur le plan international. Développement, comment passer de revendeur à producteur. Nos experts, nos panélistes sont là aujourd'hui pour vous permettre d'avoir une idée sur les ventes au Cameroun, une idée sur la production locale, une idée sur les échanges sur le plan international. Eh bien, c'est une belle émission qui va donc vous accompagner. Ne quittez surtout pas, restez sur le canal 6 ou le canal 508 si vous sortez de la maison. Connectez-vous via nos différentes pages. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et même sur tous les autres réseaux, Instagram également. Nous sommes en ligne de ce côté. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous savoir nombreux connectés. C'est l'occasion pour nous de recevoir ici et maintenant nos invités qui répondent déjà présents sur ce plateau. Nous allons commencer par accueillir un écrivain. Il est écrivain, il est également président du think tank Le Pont de Convergence. Il nous fait le bonheur et le privilège d'être là sur ce magnifique plateau aujourd'hui. Et c'est un habitué des plateaux télévision. On l'appelle Cyril Tchamba. Bien le bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV et surtout de l'émission Espace Miné. C'est un plaisir d'être là pour une fois de plus. Oui. Et surtout, on partagera ensemble nos idées et nos réflexions pour ce pays. Voilà, je dois avouer que vous êtes un homme politique très engagé. Vous êtes également un écrivain. Comment se porte votre activité politique? Ben, écoutez, on travaille parce qu'on a passé la période électorale. Oui. On a eu les résultats que nous savons. On attend pas mal de choses parce qu'après l'élection présidentielle telle que ça doit être fait dans les pays sérieux, Oui. on doit aujourd'hui remettre en place l'architecture qui va gouverner ce mandat qui commence. Bon, ça, tout reste encore un peu flou, mais nous attendons que les choses se passent. Mais de toute façon, nous continuons à faire des contributions tous les mercredis dans le cadre des éditoriaux que nous proposons dans le journal Le Messager. Oui. Et donc nous proposons, demain nous parlerons de la question des ordures. Oui. La semaine dernière, nous avons parlé du problème du Conseil économique et social, des réformes, de la refondation sociale. Donc nous faisons un travail de réflexion, de contribution. Oui. Et puis dans le cadre de l'écriture, nous préparons un ouvrage qui devra paraître en février dans le cadre de la réflexion sur la vision panafricaniste de l'Afrique. Voilà un peu ce que nous faisons. Ça nous occupe beaucoup parce que parler d'un sujet qui touche toute l'Afrique, Oui. Ça demande beaucoup de recherche et beaucoup de contacts pour pouvoir se rassurer qu'on pense bien. Et le chapitre qui est le plus difficile, c'est la question du franc CFA. En sortir, rester ou bien trouver une autre façon de fonctionner. C'est un sujet très polémique pour les Africains. Et donc, ce chapitre-là est très délicat et je recherche encore des solutions. Il faut dire que l'année 2026 s'annonce donc fort chargée pour vous. Je peux le dire ainsi. Et puis, bon, il y a pas mal d'autres choses. Mais on remercie le Seigneur de nous permettre de contribuer à notre manière à ce qui se fait dans la pensée, dans la réflexion pour ce pays. Et puis, on continue la prière parce qu'il faut dire qu'au-delà de tout, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie et qui sensibilise les cœurs de ceux qui peuvent avoir accès à nos écrits. Alors Cyril Tchamba, le pont de convergence, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, de quoi s'agit-il? Le pont de convergence est un think tank politique qui a été créé il y a déjà un an. On l'avait créé à l'initiative des élections présidentielles et nous avons décidé à un moment donné de réunir un certain nombre de personnalités de tous bords politiques pour essayer de réfléchir sur des propositions qui pourraient aller dans le cadre, n'est-ce pas, de trouver des solutions qui fassent converger les Camerounais. Quand je dis solutions qui fassent converger les Camerounais, c'est aller au-dessus de la mêlée politique pour trouver l'essentiel. Parce que bien souvent dans nos luttes politiques, on oublie que nous avons un pays à construire et que ce soit un camp ou l'autre qui gagne, il y a un lendemain d'une élection, il y a un pays à continuer à vivre. On ne va pas le brûler parce que tel a gagné ou tel a perdu. Il faut trouver des solutions. Et donc nous avons marqué ce temps-là pour dire qu'on a une vision d'une société équilibrée, centriste, qui
construit des ponts pour se rassembler. Et vous savez une chose que je reproche souvent à nos politiques, quelle est cette chose qu'on voit par exemple dans les pays développés, c'est que généralement le soir de la victoire ou le soir de la proclamation des résultats, les candidats s'appellent, se félicitent et on regarde la page d'après. Nous, on reste trop souvent longtemps figé sur la querelle électorale. On ne sait pas en sortir. Vous savez, moi j'ai déjà participé à quelques élections dans le monde. C'est très compliqué. Quand on rentre dans une élection, je peux vous dire qu'un des problèmes que nous vivons, ce n'est pas tellement les affrontements, c'est que les gens ne savent pas sortir de la période électorale pour envisager le mandat et puis la collaboration. Quand on a été opposé à une personnalité pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, comment on fait après qu'on ait perdu pour envisager la suite, la marche d'après? C'est très très compliqué. Merci donc d'être là ce matin, merci de répondre présent. Je dois avouer que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais lorsque vous êtes sollicité, vous ne manquez pas d'être présent pour le bien des téléspectateurs. En face de vous, nous accueillons un journaliste, lui c'est Jean-Paul Bismarck, il officie du côté de la CRTV Centre, et il nous fait également l'amitié d'être là ce matin. Bienvenue. Bonjour, Jean-Paul Baïha. Ah, Baïha. Voilà. Merci. Quand j'ai fini de le dire, je salue vos milliers de téléspectateurs. Et je voudrais, sur le pas, féliciter ou dire bonjour aussi au directeur du port autonome de Douala, qui est un homme qui a montré qu'il y a des Camerounais qui peuvent travailler pour leur pays. Peut-être ceux qui l'ont porté à la tête croyaient que c'était un cadeau empoisonné. Vous parlez de Cyrus Ngor? Bien sûr. C'est votre ami? Non, ce n'est pas mon ami, mais c'est un Camerounais qui a montré que des Camerounais peuvent travailler pour le développement de leur pays. C'est difficile aujourd'hui, quand on parle bien de quelqu'un, c'est que c'est votre ami, c'est qu'il vous a donné des prébendes. Je ne connais même pas ce type, mais je vois comment il travaille. Saluez juste ses actions. Quand je vais à Douala, on a vu le port autonome de Douala était devenu une poubelle. Que ce soit sur la mentalité, que ce soit sur la façon de travailler. Aujourd'hui, c'est quand même aéré. Ceux qui pensaient que c'est seulement les autres qui devaient avoir si vous avez l'occasion d'être l'ami du directeur général du port autonome de Douala, vous allez refuser cette amitié? Je ne vais pas refuser, mais pour le moment, ce n'est pas ça. Il faut d'abord apprécier ce qui est bien. Quand j'ai fini de le dire, je salue le préfet d'Union Ekele, qui est mon préfet. Et puis, carton vert à Samuel Eto'o pour la bonne organisation de l'équipe nationale du Cameroun à la dernière CAN et pour le bon début du championnat. Merci Jean-Paul Baïha d'être là ce matin. Merci également à tous ceux qui nous suivent et qui vous suivent en ce moment. Je suis sûr que le préfet, qui est votre préfet, est en train de nous regarder en ce moment. Lui, je suis sûr également que le DG du port autonome de Douala nous regarde en ce moment, ainsi que Samuel Eto'o-Fils, que vous avez salué également au passage. Merci d'être là. Nous espérons passer de bons moments de télévision ensemble. Merci. À côté de vous, donc, Roger Kiek de Kiki nous a rejoint. C'est un habitué de ce plateau, le plateau Espace Miné, qui est devenu sa maison. Il est toujours là. Lorsqu'on le sollicite, il est présent. Il laisse toutes ses occupations pour venir passer de bons moments avec nous sur ce magnifique plateau. Roger Kiek de Kiki, je dois rappeler que vous êtes journaliste et que vous officiez du côté de Royal FM. Au passage, nous saluons votre président, directeur général. Merci encore d'être là ce matin. Je me sens privilégié et très honoré d'être là ce matin. Et j'ai pris 2 heures de mon temps pour venir participer à édifier les masses et à construire une opinion publique. Parce qu'il faut rappeler que vous avez des postes de responsabilité de l'autre côté. Oui, je dirige la radio Royal FM, dont j'ai pris 2 heures de mon temps pour venir. C'est un travail important. Il faut bien que quelqu'un édifie les masses, que quelqu'un participe à construire une opinion publique nationale, et c'est davantage notre travail. On va essayer autant que faire se peut d'apporter notre pierre à ce travail de construction ce matin. Merci donc d'être là ce matin, Roger. Merci également à votre top management qui vous a donné ce temps pour édifier nos téléspectateurs aujourd'hui. Eh bien, nous accueillons également un habitué de ce plateau. Il est expert en entrepreneuriat. Ibrahim Maxime, qu'on ne présente plus, qui est de plus en plus aimé par les téléspectateurs et davantage par les téléspectatrices. Aujourd'hui, il a un look assez particulier, loin des vestes qu'il met habituellement. Merci d'être là ce matin et bien le bonjour, Ibrahim.
Monsieur Biya, est-ce que vous avez mené une enquête sur moi pour savoir que les téléspectatrices... Oui. Vous savez, on a un sondage. On a un sondage qu'on fait chaque fin de semaine pour essayer d'évaluer un peu nos panélistes que nous recevons sur le plateau. Et pour vous, particulièrement, les panélistes, du moins les téléspectatrices, vous adulent. En tout cas, bonjour Monsieur Biya, bonjour aux copanélistes de ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. C'est encore un plaisir de vous retrouver en 2026. Et on espère qu'avec l'apport de tous ces brillants cerveaux et esprits que j'ai pu remarquer sur le panel, on pourra démystifier les questions de développement et permettre en sorte que le Cameroun obtienne au moins son indépendance économique. Merci donc d'être là ce matin. Vous êtes vêtu de blanc, une signification? Oui, je pense qu'en 2026, je prends de la pureté. Il faut qu'on soit un peu plus pur parce que je pense que si on a une famille de malades et de méchants, on ne va pas construire le pays. Donc moi, je pense que c'est une couleur qui est honorable et que chacun, à un moment, doit faire preuve d'un peu de pureté pour que les choses avancent bien. Vous savez que lorsque vous êtes issu d'une famille de malades et de méchants, vous pouvez tomber malade vous également, vous pouvez même devenir méchant. Oui, c'est vrai que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mais je crois toujours qu'il y a toujours une bonne étoile partout. Peu importe la famille, même si c'est une famille de sorciers, il y a toujours quelqu'un qui va venir s'occuper de cette famille-là. Vous êtes cette bonne étoile-là. Ah ben, je prie pour le devenir davantage. Merci donc d'être là ce matin, Ibrahim. C'est toujours un plaisir d'être avec toi et de partager ces moments ensemble. Celui qu'on ne présente plus, c'est un invité permanent. Il est avec nous sur ce plateau tous les jours. Il est également écrivain. Info TV, il fait corps avec Info TV depuis un moment. Les téléspectatrices également ne les lâchent pas parce que ces dernières... Ça, je suis au courant. Oui, voilà. Là, quand même, vous avez fait un sondage. Oui, là, je suis au courant. Alain Douk, merci bien le bonjour. Merci d'être là ce matin. Ah, mais ça, pour une intro en matin comme ça, c'est fort, ça. Bon, je savais pas que j'avais autant de succès. Vous voyez que même Ibrahim l'a constaté. Non, moi, j'ai constaté. Bonjour tout le monde. Merci. Je pense que c'est un crime de lèse-majesté de parler des followers et des téléspectateurs d'Info TV en millions. Ça, il faut le dire, nous ne sommes plus à cette unité-là. Il faut au moins, à minima, parler de millions de téléspectateurs en ce qui concerne Info TV. Alors, je salue comme ça mes co-discutants déjà installés. Je te salue de même toi qui prends la relève dans cette situation d'indisponibilité du quota de la modération. Je salue comme ça nos artificiers de l'ombre qui rendent la magie de la réception et de la diffusion de ce programme possible. Je salue le top management, toute la grande rédaction de ce média qui ne va pas arrêter de monter, et le très grand frère Dieu de Nevin, promoteur de ce média. Alors, Alain Douk, comment se porte votre ouvrage? Oh, l'ouvrage, ça se passe plutôt bien là. C'est-à-dire que, comment tu as pensé qu'il fallait que tu m'interroges dessus là? Parce qu'en fait, on a toute une petite stratégie pour laquelle on travaille là pour le moment en back-office, mais je tiens déjà à dire quand même que la date est arrêtée. Voilà. C'est le 21 février 2026. Le lieu a été booké. Bonne nouvelle. Ce sera à la maison Cameroun House, maison des cultures. C'est là, juste derrière le lycée technique Charles à Tangana. C'est à Bastos. Voilà. Là, juste en face, il y a la chapelle Saint-Vincent Balotti, je crois. Voilà, exactement. On ne peut pas se tromper. C'est exactement derrière le mur de Charles à Tangana que le lieu en question se trouve. Ce sera là. Donc c'est déjà arrêté. Il n'y a plus rien à dire. La dédicace, c'est là-bas. Et je tiens à te dire que, justement, ce jour, probablement, à la modération, je suis en train de le négocier. Ce sera parfait à ici lui-même qui va modérer cette dédicace de l'ouvrage Argent. Ce jour-là. Magnifique. Voilà, donc on va revenir là-dessus, il y aura toute une com. Oui, l'heure a déjà été calée également. L'heure, c'est en après-midi, la plage 14h, 18h, on va prendre toute cette plage-là. Je pense que Jean-Paul voulait donner des précisions sur le lieu. Non, pas du tout. Je disais juste qu'à côté du feu grand professeur, Voilà, donc ne vous inquiétez pas, sur les réseaux, chacun recevra son invitation le moment venu et nous communiquerons là-dessus. Voilà, dans quelques jours. Merci. Vous avez donc retenu la date. Ce sera bien sûr le 21 février pour ce qui est de la dédicace de l'ouvrage Argent de Alain Douk, cet écrivain qui monte en puissance et qui continuera de monter. Mesdames, Messieurs, ne manquez surtout pas. Ne manquons pas de dire. La grande rédaction de notre média a déjà reçu ça. Voilà.
son ouvrage dédicacé. Oui, donc, oui. Pour prendre... Cet ouvrage est bien sûr à la Voilà. rédaction. Nous avons de ce côté, nous avons 3 qui sont disponibles là pour le bonheur de nos invités, des journalistes qui sont là. Et je pense que des images vous aurez encore et encore. Parlons bien sûr de cette cérémonie de dédicace. Merci donc Alain Douk pour ces précisions. Mesdames, Messieurs, 10h, 11h52. Voici le temps de l'information. De retour sur le plateau d'Espace Miné, nous accueillons le maestro qui est là pour nous balader en kiosque. Il a fait le tour depuis le matin, il a pu recueillir quelques journaux qu'il met dans notre disposition ce matin. Joseph Patrick Bala, JPB, le maestro, bien le bonjour. Bien le bonjour TVB, bien le bonjour aux nombreux téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup d'emphase ce matin. Bien le bonjour à tout le panel. C'est un plaisir d'être là malgré des événements qui sont assez tristes ce matin. Oui, je dois avouer que ça n'a pas été facile pour vous d'être là ce matin. Ouais. Mais les petits plats sont mis dans les grands pour permettre de retrouver ceux qui ont voulu vous ôter la vie. Oui, malheureusement, ce matin, on s'est réveillé dans une sorte de torpeur, de douleur, parce que dans la nuit, il y a des gens qui ont décidé de me visiter. De me visiter. Ah, c'était juste une visite? Oui, de me visiter et d'emporter tout ce qu'ils ont pu emporter. Avec le président directeur général, on est en train d'aller porter plainte contre inconnus. Oui. Et puis, on mettrait également sur pied d'autres mesures qui vont permettre à ce qu'on puisse retrouver justement ces personnes. Beaucoup de courage, hein. Ce n'est pas souvent très facile lorsqu'on traverse ce genre de situation. Pour ceux qui n'ont pas encore été victimes, soit de braquage, soit d'agression, ils ne savent pas ce que c'est. Mais c'est vraiment traumatisant. Il vous a fallu beaucoup de courage pour être là ce matin parce que vous aimez vos téléspectateurs. D'autant plus que c'est une maison qui est fermée, c'est dans un camp. Vous vivez en sécurité? Oui. Jusqu'à hier soir, vous pensez que c'était en sécurité. D'ailleurs, c'est un quartier où généralement il y a de la sécurité, même lorsque vous venez à 3 h du matin. Oui. C'est filtré. Donc, bon, comment est-ce que ça s'est passé? On en sait trop. Oui. On en saura certainement davantage. Naturellement. Alors, vous êtes là pour la revue de presse de ce matin. Que disent les journaux qui sont disponibles en kiosque ce mardi? Eh bien, on va ouvrir cette deuxième partie consacrée à l'information sur Info Télévision avec le journal Maison, le journal que dirige le très respecté Dieudonné Vin, Info Matin, qui parle ce jour, ce 27 janvier, qui s'intéresse au décret du chef de l'État, Paul Biya, qui ratifie l'accord de prêt pour le financement du projet d'appui à l'éducation de base au Cameroun. Info Matin nous informe que l'entente a été conclue le 16 octobre 2025 entre la République du Cameroun et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. On parle de plus de 18 milliards de francs CFA pour financer le PAEBC. La page 3 nous donne plus de détails ce matin. Le témoin de Francis Bonga s'intéresse également à l'aspect financier avec la douane camerounaise qui s'améliore en termes de chiffres en 2025. Eh bien, de 1,136 milliards de francs CFA en 2024 à 1,155 milliards de francs CFA en 2025. Une prouesse réalisée pour la 3e année consécutive au-delà du seuil historique des 100 milliards dans un contexte économique mondial assez difficile. La douane camerounaise peut encore faire mieux, nous fait savoir le témoin ce matin à retrouver à la page 3.
Allons à présent au port autonome de Douala avec Sans détour de Nestor Djatou qui s'intéresse ce matin à la victoire de Sirius Ngor sur les forces obscures. Sans détour nous fait savoir ce matin que la présidence de la République vient de siffler le bras de fer qui opposait depuis 3 semaines le port autonome de Douala au ministre des Finances au sujet du choix de l'opérateur en charge des opérations de scanning des marchandises au port de Douala-Bonabéry. Information contenue à la page 4 de ce journal. Le point de Thierry Patrick Ondoa parle ce jour de la signature d'un accord inédit entre Marie-Rose Messi et André Magnus Ekoumou, marquant un tournant décisif en matière de protection de la fortune publique. Le bi-hebdo, Le Point, nous fait savoir ce matin que dès ce mois, l'État camerounais lance une opération coup de poing de recouvrement des avoirs indûment détenus sur le sol français par certains indélicats à col blanc nationaux. Profil de quelques cibles détectées dans le journal à retrouver à la page 11. Côté mutation de Georges-Alain Boyomo, on nous indique ce jour qu'après 17 ans d'hibernation, le chef de l'État vient d'autoriser 8 associations religieuses portant la liste à 55. Qui en sont les promoteurs? Qui sont donc les promoteurs? La campagne contre la clandestinité va-t-elle reprendre? Autant de questions que se pose Mutation ce matin à retrouver à la page 5. Avec la nouvelle expression à la page 3, on nous informe que 19 députés décédés depuis l'année 2020 et parlementaires du RDPC n'ont toujours pas été remplacés, et ce malgré les dispositions légales y relatives. Le jour d'Aman Mana nous renseigne également qu'à EDEA, des membres d'une association se sont regroupés ce 23 janvier pour dénoncer la confiscation de leurs terres par la Soca Palme. Le jour traite cette information à la page 5. On reste avec ce journal qui, dans sa grande une, s'intéresse à la MTN Elite One et nous fait savoir ce matin qu'après seulement une journée de championnat, la Fédération camerounaise de football vient d'ouvrir une enquête contre la manipulation des matchs, notamment les rencontres qui opposaient Victoria United à PWD de Bamenda du côté de Limbé et Dynamo de Douala contre AS Fortuna, c'était à Douala. Avec le messager de Fopius Ndiawe ce matin, le journal nous conduit du côté du MRC et nous dit ce matin que maître Amédée Touko Tom et Eric Lingo font bien sûr l'autopsie ce matin du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC en abrégé, sommé par le pouvoir de donner des gages de sa docilité et de sa prise de distance par rapport à Issa Chiroma Bakari alors que les élections législatives et municipales frappent à la porte. Le journal traite de cette information de la page 7 à la page 9. Avant, avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama, on va aux origines de la recrudescence des délestages ce matin, de la page 6 à la page 5. Le journal nous fait savoir que c'est une actualité fortement courue du côté du Grand Nord. Terminons cette revue de presse Théophile Vanibia avec Cameroun Tribune que gère Marie-Claire Nana. Le journal traite ce matin l'actualité autour des conseillers régionaux. On parle de ce côté d'un mandat décisif et le journal, dans les moindres détails, nous fait savoir qu'après une première mandature d'apprentissage, les populations attendent désormais de voir un plus grand impact des actions menées sur le terrain. Entre désenclavement, accès à l'éducation, promotion de l'emploi et mise en œuvre de projets d'envergure pour générer des ressources propres, la feuille de route des exécutifs régionaux fraîchement installés s'annonce chargée. Allez lire le journal de la page 5 à la page 7 ce matin. Merci donc Joseph Patrick Bala pour cette revue de presse impeccable. Nous allons vous souhaiter de passer une excellente journée et surtout soyez beaucoup plus prudents et vigilants. Oui, on l'est. Hein. Lorsqu'on vient vous trouver à la maison, je sais pas à quel niveau je vais être prudent et vigilant. Vous savez, oui, nous exerçons un métier un peu difficile. Parfois, quand vous êtes sur un sujet, et il y a ceux qui ne sont pas contents, il y a ceux qui sont mécontents. Et puis, du fait, il y a des gens à votre recherche nuit et jour. C'est Dieu qui nous protège, il faut le dire, parce que les journalistes sont très exposés. Et il faut être prudent à chaque pas. Mesdames, Messieurs, à tout de suite.
Eh bien, comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, la dénonciation occupe une place de choix dans cette émission et c'est bien sûr une affaire d'Alain Ndouk, une fois encore ce matin. Ce matin, je veux dénoncer ce péril, en réalité, qu'on fait encourir à la jeunesse camerounaise. Force est de constater que déjà sur nos réseaux sociaux, je vais en citer un, notamment TikTok, il se trouve qu'on a désormais des contenus quasi pornographique, à la lisière de la pornographie. Et vous savez que c'est pas régulé. Et du coup, comme il y a un pis-aller où nos préados, ados, tout le monde ont accès à ces médiums, donc ils sont confrontés à de tels contenus, sans que ce soit filtré. On arrive donc à une société de promotion, de profusion, de la luxure, la concupiscence, l'immoralité. Ce n'est pas tout, ce n'est pas le seul péril. Oui. On constate, vous l'avez constaté aussi sur les différents réseaux, que désormais, on a nos jeunes, nos apprenants qui, même en classe, peuvent se permettre de cela jouer, je sais pas, Bob Marley, on fume, on boit toute espèce de substance. L'alcool, vous savez que l'alcool est très promu au niveau du pays. Donc, on se pose la question de savoir si ça doit continuer comme ça, quel est le genre de jeunesse qu'on aura demain. Le pays ressemblera à quoi? Puisqu'en fait, c'est eux qui sont supposés prendre la relève par la suite. Donc, c'est un énorme danger. Il faut lever le pied sur la pédale. Il faut qu'on arrête d'aller dans cette direction. Il faut que les pouvoirs publics fassent quelque chose pour que cette immoralité qui met en péril la jeunesse s'arrête. Merci Alain Ndouk pour cette dénonciation. Roger Kiek de Kiki, vous avez suivi de bout en bout Alain Ndouk qui vient dénoncer ici un phénomène qui va grandissant de plus en plus. Sur les réseaux sociaux, nous avons des jeunes qui s'exhibent de la plus mauvaise des manières, on va le dire, assez cru. Quel est votre regard lorsque vous observez un tout petit peu comment est-ce que les jeunes, la jeune génération utilise les réseaux sociaux de nos jours? C'est un péril grave. Hein. Au même moment, le président Macron en France vient de porter une réforme, d'ailleurs qui a été validée par le Parlement, l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Parce que c'était devenu dangereux chez eux, dans une société post-modernité. Oui. À plus forte raison, chez nous en Afrique, nous sommes allés dans ce rendez-vous du donner et du recevoir sans fondement culturel fondamental. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Mali, et d'ailleurs le professeur Amadou Matambo, quand il était secrétaire général de l'UNESCO, a suffisamment travaillé là-dessus. En Afrique de l'Ouest, et il continuait encore, après le journal de télévision, le soir, le journal télévisé, à diffuser des spectacles de marionnettes, à diffuser des contes, à mettre en place un mécanisme d'éducation de la jeunesse aux réalités locales. Ils se sont battus là-bas pour continuer à avoir dans les contenus pédagogiques des réalités. Nous savons quel est l'impact que Mamadou Ebinet, cet ouvrage a eu sur nous ici. Maintenant, on est dans la canne et le coussinet. Mes enfants ne savent même pas ce que c'est que la canne, enfin le coussinet, parce que on leur importe. Oui. Là, une culture et des réalités d'ailleurs. Mamadou Ebinet a te parlé du mil, du fognon, du sorgho et des choses auxquelles tu es coutumier. Donc, ces enfants-là subissent ce qu'on appelle l'aliénation culturelle, qui exerce une sorte d'assimilation dans leur tête. On pense qu'il faut être comme Brenda, qu'on a vu dans le feuilleton, les podcasts, les feuilletons à l'eau de rose, là, les sites comme à l'eau de rose, tous, ils copient cela. Pour eux, c'est un effet de culture. Et ça va avec leur génération parce que l'usage de la télé que font ces enfants n'a rien à voir avec nous. La télé est arrivée ici au Cameroun en 86, enfin en 85, avec l'arrivée du RDPC, en 86 avec la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde à Mexico. Et de temps en temps, on fermait la télé pour l'ouvrir à
à 18h en commençant par des feuilletons. Parce que le professeur Mondozé a quand même eu le chic de privilégier des feuilletons, des séries et des mises en scène qui reflétaient la vie d'ici. Vous ne pouvez pas avoir des films où on s'amourage à longueur de journée, des films où on peut fumer, même devant son parent, des films où on se livre à une vie qui ne correspond pas à nos réalités. Dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, si vous n'avez rien à donner, vous subissez de plein fouet ce que l'autre a à donner. Et la culture fait partie de la colonisation, des instruments de la colonisation. C'est-à-dire que quand vous voyez des jeunes gens qui veulent tous partir au Canada, c'est parce qu'on a travaillé à travers ces flux massifs de films, d'informations et d'images à la télévision, on a travaillé l'idée selon laquelle le paradis et le mieux vivre, le mieux être se trouve de l'autre côté. Oui. Tout le monde, donc, même avant de partir ici, installe dans sa tête la logique d'un individu dans un monde où ici il ne correspond pas aux réalités évidentes. C'est un très grand boulot, il faut des réflexions. Oui. L'industrie du cinéma ici doit se mettre en place pour produire des films et des scènes qui correspondent à nos réalités. Ceux qui savent dessiner en bande dessinée doivent faire leur boulot. Ceux qui peuvent écrire, écrivent. Et dans la télé, à travers les programmes, si vous me donnez une chaîne comme CRTV, je questionne le contenu local. Parce que ailleurs, il y a des quotas. En Italie, en France, ils font des quotas. D'accord. Ils vous disent que dans les contenus de musique, dans les contenus de films et dans les documentaires, la culture européenne s'étend, la culture française s'étend, la culture africaine s'étend. Vous avez des grandes radios que j'aime écouter comme Jazz Radio en France. On vous parle du jazz. Rarement ils vous mettent le jazz africain. Rarement ils peuvent vous mettre Manu Dibango qui a dominé le jazz sur toutes les générations à travers Saul Makossa. Ils vous mettront jamais Justin Boven ou Richard Bona parce qu'ils refusent que, et pourtant le jazz est parti d'Afrique. Donc il faut mettre la machine à marche. Ils privilégient les Noirs américains plutôt que les Africains authentiques. Ils ne peuvent pas te mettre le blues de Ali Farka Touré parce qu'ils estiment que la culture africaine est très forte et qu'elle va venir diluer ou absorber la leur. Il faut pratiquer aussi ces politiques-là chez nous. Merci Roger Kiek de Kiki. On a suivi votre entrée en matière et donc c'est un problème assez poignant. Cyril Tchamba, Alondouk fait bien de revenir sur ce phénomène aujourd'hui qui monte de plus en plus. On constate une certaine dépravation des mœurs qui va vraiment à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Pourtant, il y en a qui se battent à ce que les uns et les autres puissent avoir une utilisation responsable des réseaux sociaux. À qui la faute? Je vais commencer par vous raconter une petite affaire que j'ai lue quelque part. Une étude récente a démontré qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 2 sondages qui ont été faits. Sortir de la Seconde Guerre mondiale en France, sur les perceptions que les gens avaient. Qui a sauvé la France? Ou bien qui a aidé à libérer la France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale? Dans les années 60, les sondages disaient à 65% les Russes. Les gens répondaient les Russes. En 2025, 2024, le sondage, les gens répondent bizarrement les Américains. Alors, le sondage, c'est approfondi pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas une autre guerre. Alors, on s'est rendu compte que c'est l'influence culturelle américaine, notamment à travers le cinéma. Et les paresseux étaient arrivés vers la fin de la guerre avec le jazz. Voilà. Avec des afros, les US Navy, et c'est comme ça que le jazz est entré en France, en Europe à partir de la France. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que par l'influence culturelle des films américains, Rambo, le héros, ils ont réussi à inverser et raconter un narratif historique qui est dans leur sens. Oui. Or, quand vous faites véritablement des recherches, c'est pas ce que nous disons aujourd'hui qui est vrai. Donc, cette étude-là démontre quelque chose. C'est le poids, n'est-ce pas, de l'influence culturelle. On parle de l'acculturation, on parle de l'inculturation. Oui. Et qu'est-ce qui se passe donc chez nous quand on parle des réseaux sociaux? C'est cette tombée. Moi, je peux dire, Roger Kiek de Kiki, que nos enfants sont des victimes, violentés, même moi, violentés tous les jours
par des réseaux sociaux qu'on ne maîtrise sans plus. Sens de discernement. Sans sens de discernement. Dès que vous prenez votre téléphone, vous scrollez, il y a des moments où on commence à vous imposer des thématiques de réflexion, de type de pratique, même sexuelle. Vous commencez à vous dire, mais pourquoi on ne parle que de ça dans les téléphones? Donc il y a une pression du monde occidental sur justement nos pays et sur lesquels nous n'arrivons pas à réagir. Nous sommes démunis. Démunis pourquoi? Parce que on nous a longtemps bâti une perception de notre culture comme quelque chose de rétrograde par rapport à une certaine modernité. C'est-à-dire c'est ce qui vient de chez les Blancs, entre guillemets, qui est moderne. Ce que nous faisons chez nous, c'est pour les villageois. Ce qui fait que nous, dans notre époque, effectivement, quand on disait, on mangeait même avec les mains notre couscous, on disait, mais tu es villageois, il faut manger avec la fourchette. On a grandi comme ça. On a tout pris de cela. Y compris même dans la recherche universitaire, même dans les études. On a construit. Or, il y a des modèles dans le monde qui sont développés différemment. Je prends le modèle chinois. Vous avez parlé d'Internet. En Chine, on n'a pas accès au même type de contenu d'Internet. On filtre les contenus. On filtre. On filtre. C'est vrai que dans nos pays, il y a un débat parce que nous sommes dans des pays en construction démocratique, on a peur que, en essayant de réguler, on tombe sous le coup, n'est-ce pas, de l'enfermement. Mais il faut bien dire quelque chose, c'est que nous devons contrôler ce qui rentre chez nous, que ce soit sur le plan matériel, mais aussi surtout sur le plan culturel, parce que cela impacte véritablement sur l'avenir de notre vision. Alors, qu'est-ce que moi je peux dire là-dessus? Et puis, je peux prendre le cas de l'Inde. Vous allez, les Indiens ont leur façon de fonctionner. Les Chinois ont leur façon de fonctionner. Et vous voyez que le monde aujourd'hui s'est structuré de cette manière. Et chaque bloc a, en réalité, ses éléments de construction d'une identité. Le pôle occidental. Or, l'Afrique reste à la traîne. L'Afrique reste à la traîne parce qu'on n'arrive pas à se définir. C'est quoi être africain? On parle du panafricanisme. C'est quoi être panafricaniste? Quelle est la vision que nous avons? Regardez quelque chose. Alors pourquoi on vous vous rendez compte, laissez-moi terminer, vous vous rendez compte qu'il est moins cher de prendre un billet Yaoundé-Paris que de prendre un billet Yaoundé-Ouagadougou. C'est deux fois le prix. Donc nous sommes toujours orientés pour aller vers ces gens-là, vers cette culture, vers cette façon de faire, qui ne sied pas à notre façon d'être. C'est-à-dire, nous les Africains, nous avons notre part d'histoire et que nous devons promouvoir. Donc je voulais simplement dire, pour chuter là-dessus, qu'il y a une véritable réflexion. Et c'est même un projet va-t-en-guerre, pas va-t-en-guerre de violence, mais va-t-en-guerre culturelle. Réapproprier notre histoire, la développer et surtout promouvoir ce que nous avons de bon. Le sujet de tout à l'heure, ce sera sur l'industrialisation. Mais tout ça rentre dans le jeu. Mais si vous industrialisez et vous proposez des produits auxquels personne ne croit, les gens préfèrent, il y a des jeunes qui font aujourd'hui des alcools locaux, par exemple à base de ginger et tout ça là. Base de cacao. Mais quand on vous dit que c'est toujours ce qui vient de l'Irlande qui est le meilleur, comment on fait? Donc c'est pour prendre un exemple. Merci Cyril. Alors Jean-Paul, au regard de la vitesse de ces réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité encore de rattraper les choses? Parce que tout le monde essaye de dire, bon, il faudrait impérativement qu'on essaye de consommer local. Aujourd'hui même, le gouvernement fait la promotion de la consommation locale, du Made in Cameroun. Sur le plan des technologies de l'information et de la communication, est-ce qu'on peut véritablement rattraper le gap au regard de ce qui est fait en ce moment? Oui, je pense que d'emblée, je vais dire oui, les aînés l'ont dit. Et moi, je pense que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Parce que quand nous sommes toujours en train de regarder l'autre en face, avec un regard envieux, vous ne faites rien et vous devenez esclave. Il vous impose ce que vous n'êtes pas. Un problème de culture. Et la richesse africaine ou du Cameroun est basée sur nos cultures et traditions. Mais qui respecte le chef du village? Je commence par là. Qui respecte les patriarches ou les hommes lois? Personne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous a fait comprendre que c'est ce que le blanc vient avec qui est important, le téléphone, ceci. Le chef a fait quoi? Quand le chef parle, c'est le TikTok. TikTok là, vous voyez les enfants de 12 ans, 15 ans. Ils sont là, d'autres ils placent le téléphone, ils dansent, après avoir regardé. Mais il y a certains parents même qui initient leurs enfants sur les réseaux sociaux. C'est terrible, les mamans, les femmes sont pour la majeure partie responsables de cet accident. À la maison, il y a une maman qui est sur TikTok. Bien sûr. À l'heure du repas, au moment où il a fait le repas, elle est sur TikTok, elle fait des vidéos, et les enfants regardent. Et
je pense que le jour qu'on a dit que la chicotte est filmée à l'école, tout ça là a dégringolé. On va vous dire que l'UNESCO, les droits de l'homme, mais ce n'est pas les droits de l'homme qui me donnent l'argent pour envoyer mes enfants à l'école. Vous voulez que la chicotte revienne à l'école? Il faut que la chicotte revienne. Parce que nous, on a été chicotés, nous ne sommes pas morts. Est-ce que la chicotte a disparu à la maison? À la maison, ça se fait pour des parents qui veulent. Mais pas tous les parents. À la maison, dans certaines maisons aujourd'hui, lorsqu'un enfant est têtu pour le punir, on dit bon, tu n'iras plus à Paris, tu iras plutôt au Luxembourg. Par exemple, dans certaines familles, ou alors tu iras à Ouagadougou. Ben, je pense que ce que nous disons là, c'est des pleurs. Il faut ramener, mais, sauf une chicotte à la Kunta Kinte. À l'école, on chicotait pour redresser. Le maître était respecté. Aujourd'hui, parce que je suis PDG, ministre, PCA, dès que mon enfant est chicoté ou même blâmé, on affecte à Salapombe, l'enseignant. Il faut que la chicotte revienne et ces contenus doivent être contrôlés par le gouvernement a des possibilités pour filtrer, comme on le disait tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a tous les moyens possibles. Ailleurs, on a dit 15 ans, non, on peut dire à l'âge de la majorité, 20 ans. Pour que vous ayez accès à ce genre de contenu. Parce que même des personnes âgées ou alors des adultes sont parfois soumises à ces contenus et les naïfs, ils vont. Même loi, 20 parce qu'on n'a pas été éduqués pour utiliser cela. Aujourd'hui, il y a une certaine publicité sur les réseaux sociaux. À Noël, nous avons des vendeurs de jouets qui ne vendent plus des jouets, mais qui vendent des tablettes numériques pour les enfants de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce qui est très bien. Et les parents se ruent là-dessus pour offrir des tablettes. En fait, dans un quartier, lorsque votre enfant n'a pas de tablette, bon, il ne fait pas de Noël. Voilà. Il n'est plus un enfant normal. Il devient anormal. Donc, il y a tout cela. Je pense que nous sommes face à nos responsabilités. Refaire la promotion de la culture et de nos traditions. Qu'est-ce que vous voulez quand un papa passe le temps ou une maman passe le temps à parler d'autres langues à ses enfants? Les enfants ne connaissent même pas le village. Comment nous serons cultivés? Comment les enfants auront le goût de la tradition et de la culture? On est perdu, on devient des hybrides. Il y a lieu de sonner pour que nous revenions à nos cultures. Le regretté pape Jean-Paul II, avant son départ, a passé le temps dans ses encycliques à parler aux Africains en disant inculturation, culture et tradition. Vos traditions, les Africains, ne les lâchez pas. Merci Jean-Paul. Avant de prendre Ibrahim, il y a Roger qui voulait juste ajouter il nous faut beaucoup de discernement. Et moi, je parle toujours de mon expérience personnelle. Il y a à peu près 4 jours, mon fils, le petit junior, à qui nous disons bonjour d'ailleurs, qui a 9 ans, il rentre dans ma chambre, il me trouve en train de dire, mais toi aussi tu utilises Meta? Et en réalité, j'étais là dans les encyclopédies universelles, dans l'intelligence artificielle, comme moteur de recherche pour travailler. Il m'a dit non, lui, chaque fois, il demande à sa mère pour travailler. Et lui, quand il rentre de l'école et qu'il y a une expression dont il ne comprend pas le contenu, il me demande ça là, ça renvoie à quoi? Il sait déjà qu'il peut rentrer dans l'encyclopédie universelle pour chercher. Tout n'est pas que mauvais. Vous voyez l'utilisation que moi, l'orientation dont je parle ici pour un enfant qui veut étudier. Parce que ça devient dangereux lorsque vous remettez votre téléphone à l'enfant pour qu'il aille dans sa chambre. Non, c'est contrôlé. Il ne part pas. Il est là. Il veut travailler un cours d'histoire. Parce qu'aujourd'hui, même en très bas âge, au cours moyen 1, eux-mêmes prennent les cours. On ne leur écrit plus des résumés comme on faisait dans le cahier. C'est-à-dire qu'il faut l'habituer à travailler. Si vous avez donc une telle ouverture à l'universel, ajoutez vous-même une bonne dose de culture et de tradition de chez vous. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il faut un dosage bien équilibré pour que l'enfant se retrouve là quelque part. Et là, je parle ici de l'utilisation utilitaire et nécessaire d'un outil. Pas simplement pour les jeux, les games, ou alors pour l'extraversion, n'est-ce pas? D'accord. Il faut un discernement, il faut un dosage bien contrôlé de ces choses-là. Ibrahim Maxime, dans la dénonciation d'Alain Ndouk, on peut constater avec beaucoup d'amertume que ce sont les jeunes filles qui s'exposent un tout petit peu plus sur les réseaux sociaux contrairement aux garçons. Qu'est-ce qui peut justifier cela?
Parce qu'aujourd'hui, hein, le temps pour vous de bien respirer, parce qu'aujourd'hui, lorsque les vidéos ou les photos d'une fille se retrouvent sur les réseaux sociaux, après elle devient influenceuse. L'image a toujours été ce qui permettait de vendre. Et puis, il faut dire que dans le mental de la jeune fille, elle pense que on l'approche parce qu'elle est belle. Et donc, comme elles sont convaincues que parce qu'elles sont belles, on va les approcher, elles démontrent en même temps combien elles sont belles. Et elles passent le temps à le faire. La problématique qui est à l'ordre du jour est hautement géopolitique, hautement géostratégique, d'une envergure mondiale. Et parfois, je ris un tout petit peu parce que je me rends compte que on n'a pas de vision africaine pour avoir une indépendance culturelle. On n'a pas de vision africaine pour avoir une indépendance économique. On n'a pas de vision africaine pour avoir une indépendance technologique. Et tant que nous, on ne se lance pas comme acteurs dans cette dynamique-là, je ne vois pas comment est-ce qu'on va changer les choses. Je me réjouis du fait que nous soyons à un mardi entrepreneuriat et nous parlons entrepreneuriat, qu'il y ait des personnalités de think tank, mais il faut passer à l'action. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à voir la dépravation des réseaux sociaux. Ça date de fort longtemps. Mais depuis qu'on en parle là, qu'est-ce que nous avons fait en qualité d'Africains? Les gens qui ont fait art et cinéma là, depuis qu'ils font art et cinéma, quelles sont les cultures africaines dont ils ont mis en lumière comme des émissions ou depuis qu'on en parle là, qu'est-ce que nous on fait? On ne fait rien et on se met à se plaindre. On se plaint, ça fait déjà un bon bout de temps. La Chine a une indépendance économique. La Chine a une indépendance culturelle. Qu'est-ce qu'on a fait? Le professeur Gervais Mendozé, dont je parlais tout à l'heure, nous proposait l'orphelin Bita Bonaventure. Tazibi. C'était déjà des choses qui nous ont marqué. C'était un bon départ. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? Jacques Lang, en France, avait posé la réflexion de l'exception culturelle française. Il faut réfléchir dans tout ce que nous faisons. Au Burkina, on vient de décider de s'habiller désormais en tissu, voilà, façon d'enfaner. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, tu es marginalisé et exclu de la société. Il faut ces concepts-là. Il nous faut réfléchir là-dessus. Il faut dire quand même, par exemple, dans l'art cinématographique, aujourd'hui, le Nigeria est la seconde place de production cinématographique au monde. Oui, le Cameroun n'est pas en reste. Voilà. Il y a des choses qui se font. Il y a une structuration africaine qui se fait. Elle est encore embryonnaire, elle est difficile parce qu'il n'y a pas de moyens, mais ça existe. Et je crois que votre coup de gueule rentre dans ce que nous faisons, c'est-à-dire, et vous avez raison de nous demander d'aller plus vite parce que le monde aussi il court. Et nous avons, ces technologies doivent être adaptées, parce qu'on ne doit pas les exclure. La tablette aujourd'hui, elle existe. On ne peut pas faire sans l'IA, on ne peut pas faire sans le numérique au XXIe siècle. Ce n'est tout simplement pas possible. Mon discours sur cette question-là, Monsieur Biya, c'est qu'il faut qu'on passe à l'action. Qu'il faudrait qu'on arrête de se plaindre. Et on a des cerveaux, on se vante souvent que nous les Africains, on est intelligents. Il y a moyen de montrer l'intelligence que nous avons. Donc, au lieu de chercher la paille qui est dans l'œil de l'autre, là, enlève d'abord la propre poudre qui est dans ton propre œil avant de voir ce qu'on peut faire. Et moi, je continue de dire que l'action a battu l'inaction dans le passé. L'action bat l'inaction dans le présent et l'action battra l'inaction dans le futur. J'espère qu'après cette dénonciation, au moins les acteurs qui sont ici vont davantage passer à l'action afin de restaurer l'état de la mentalité de l'avenir de l'Afrique. Parce que lorsqu'on biaise votre système éducatif, on a tout biaisé. On dénonce ici des questions de dépravation, de perversité, des filles qui boivent l'alcool, des filles qui sont entrées dans cette société. Mais est-ce que vous savez que même la simple valeur de la tricherie est une fatalité pour un État? Un jour, j'ai causé avec le professeur Ngoboum Elisabeth. Elle me dit, écoutez, quand on veut détruire un pays, on ne détruit pas avec une armée aujourd'hui. On détruit tout simplement son système éducatif. C'est la guerre culturelle. C'est la guerre culturelle. Et ça va même beaucoup plus loin. Parce que ça a des retombées sur la gouvernance, ça a des retombées sur toutes les sphères de la société. Elle m'a raconté une histoire, un médecin qui était brillant et qui avait des étudiants. Un de ses étudiants qui en avait un peu lui dit, prof, tu sais que moi je comprends pas très bien la médecine là, mais si tu me permets d'avancer et de sortir médecin, je veux me rassurer que tous tes travaux de recherche soient financés et que tu as les ressources. Le médecin qui est professeur va accepter, puisque c'est lui qui finance tous mes travaux de recherche, je vais monter en grade, il a donné de l'argent. Et puis bon, voilà, il a financé tout. Et après, le jeune homme qui était l'enfant de quelqu'un, il est sorti médecin. Un jour, 10 ans après, le professeur, sa femme a fait un accident. Lui, il était dans un bloc en train d'opérer, il pouvait pas prendre le téléphone. On a dû conduire sa femme dans un autre hôpital. Et lorsqu'il sort du bloc opératoire, on lui dit, écoutez, votre femme a fait un accident, elle est en tel centre. Quand il y va, il va entrer, on lui dit, non, c'est pas son hôpital, il faut qu'il attende, on est en train de traiter son épouse. Lorsque la porte du bloc opératoire s'ouvre, il regarde qui sort de l'opération de sa femme, c'est son étudiant là, à qui il avait donné le diplôme
diplôme sans avoir une véritable compétence. Oula. Et il regarde son étudiant, il dit à l'étudiant, l'étudiant dit, elle est morte. C'est là où il a compris qu'en réalité, même simplement en favorisant la tricherie, on est en train d'abattre une nation. Et si le système éducatif ne prend pas conscience du fait qu'il faille des réformes strictes, l'avenir du pays est en danger. Merci Ibrahim Alendouk. Cette dénonciation, vous vivez au quotidien ce que vous avez dénoncé ici. Les uns et les autres ont déjà dit un mot. Il est important pour vous également de revenir sur le constat que vous faites. On parle bien sûr des déviances sur les réseaux sociaux, l'utilisation abusive par les jeunes, ainsi que la dépravation des mœurs qui montent en puissance sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, au regard de ce qui, de la vitesse de croisière, au regard bien sûr de cette montée en puissance, est-ce qu'on peut encore véritablement stopper ce qui est fait? Tout reste dans le giron du contrôlable. Il ne faut pas être défaitiste. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et avec succès. Beaucoup de choses ont été dites, fort intéressantes, mais moi, de ce que j'ai pu lire, de ce que mes investigations personnelles ont pu m'apporter, je suis toujours un tout petit peu agacé avec cette espèce de dialectisation qu'on fait Occident, nous, contre l'Occident, les valeurs, machin. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que finalement, il y a une espèce de transnationalité de valeurs. Il y a encore plus de valeurs là qui sont qu'on retrouve et qui sont acceptées, quelle que soit la culture. Vous voyez? Donc, ce qu'on voit là, cette ingénierie sociale mondialisée, qui tend à inoculer à l'ensemble des peuples de la Terre un certain type de dépravation, j'ai constaté qu'en réalité, ce n'était pas occidental, stricto sensu, c'était une horde de pervertis qui veulent faire accepter à l'ensemble de l'humanité leur valeur, là, leur façon de vivre, leur code. Et ils ont mis en place une ingénierie sociale qui a permis de dociliser ce que nous appelons donc les Blancs, les Occidentaux, pour que même acceptent cela et prennent sur eux de promouvoir et défendre le corpus de contre-valeurs de cette horde de pervertis, de dégénérés. Donc c'est là où nous en sommes. Vous êtes sur TikTok, tout le monde a accès. Est-ce qu'on ne peut pas filtrer les accès? On voit bien qu'on peut filtrer. Donc il y a un problème de responsabilité qui nous incombe, qu'on ne fait pas. Alors, c'est n'importe quel jeunot, quelle jeune fille, quelle demoiselle, préado, ado, qui entre avec peut-être même la promotion des parents. Parce que nous sommes arrivés à un tel point où j'ai peur, dans quelques décades, si ça continue comme ça, on va tendre bientôt un livre à un enfant dans quelques années, il vous dit, le chargeur se met où? Tu lui tends un livre, il te demande où on met le chargeur. Non, il ne faut pas qu'on arrive à ça. Alors, on favorise, au travers de ce laxisme, le proxénétisme dans un contexte Il y a un de proxénétisme pauvreté, de précarité océanique. C'est quand les gens, enfin, vous donnez accès à de tels médiums aux enfants, etc. Une belle fleur, elle vient là, elle se pavane, elle expose son ventre, son nombril, elle fait ci, elle fait ça, son pubis. Elle s'expose aux prédateurs sexuels, qui eux, peut-être, sont relativement bien nantis, qui vont commencer avec des propositions indécentes, et un médium tel que celui-là devient une plateforme de proxénétisme et de prostitution. C'est ce qui se passe. On ne va pas s'arrêter là. Des propositions indécentes peuvent même se faire sur nos genoux, qui sont des mâles. Et on a une prolifération de l'homosexualité au niveau du pays. Quand on connaît les lieux dans le pays où on sait qu'ici se réunissent les homosexuels, or c'est pénalisé, mais rien n'est fait, mais ça ne relève pas de notre responsabilité. Ça veut dire qu'il y a un pis-aller, il y a une caution que nous faisons, et on a donc des relais donc, de cette horde de dégénérés au niveau national, qui eux aussi se sont appropriés le corpus de contre-valeurs, ils sont en train de le promouvoir aussi au niveau national. C'est ça le problème. Une chaîne. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas m'expliquer que j'entre dans un réseau social tel que Facebook et je trouve là devant, dans mon fil d'actualité, un groupe ouvertement affirmé d'homosexuels. On doit retrouver dans des excusez-moi, on est en télé, mais je vais le faire.
Oui, on te dit que là, c'est le groupe des PD, des lesbiennes. Et c'est écrit. Ça passe dans mon fil d'actualité. Si ça passe dans mon fil d'actualité, ça veut dire que ça passe dans le fil d'actualité de tout le monde. Donc, le petit jeune de 15 ans, il vient là. On lui a déjà... On l'a soumis à une ingénierie sociale de lavage de cerveau au travers de tous ces différents médiums télévisuels où il y a encore quelques jours, je mets la télé, je pense que je regarde une série sérieuse et je trouve comment dans la série, un homme embrasse un homme. Et une heure quand même de relative grande audience. Donc n'importe qui peut avoir. On l'a déjà conditionné comme ça à la télévision. Il vient donc dans Facebook, qui n'est pas filtré. Il a ce groupe, il se dit, il faut que j'aille un peu voir cette histoire, comment ça se fait. Il entre, il s'enregistre dans le groupe. Et puis il commence à voir ces propositions des gens qui posent, je veux une amie lesbienne, je veux un ami homosexuel, patati patata. Et c'est comme ça que la perversion se répand tel un cancer dans le pays. Les gens sont là, ils savent ce qu'il faut faire, ils ne le font pas. Parce qu'ils promeuvent à leur niveau cette iniquité. C'est ça le problème. Il faut passer à l'action et ceux qui sont supposés le faire ne veulent pas le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? La situation est grave. Et je peux vous dire, c'est pas la vision qui manque. Je sais que intellectuellement nous sommes assez bien constitués pour qu'on se dise, pour qu'on mène des bonnes réflexions sur ce qu'il y a à faire, sur la vision même civilisationnelle que nous voulons de nous dans le marché du donner et du recevoir, mondialisé. Mais les gars ne vont pas vous faire ces réflexions parce que leurs allégeances ne leur permettent pas. Leur enjeu, c'est de permettre que tout le monde se soumette au diktat de ce corpus de contre-valeurs. C'est ça le problème et c'est là où on en est. Et je tiens à vous dire, si on a le mot leader, cet anglicisme leader, ça vient de lead, to lead, conduire. Or, ça aussi le même mot qui indique celui qui va, qui pilote un groupe de personnes. Pourquoi? Écoutez, je connais des gens qui disent qu'en réalité, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que si vous prenez donc quelqu'un qui n'incarne pas un certain nombre de valeurs et vous choisissez de le prendre pour vous conduire, vous serez non pas conduit, mais conduit. Là, je reste dans la sphère de la morale. Et d'ailleurs, nous verrons même que ça va bien au-delà de la morale. Parce que s'il n'a même pas les compétences qu'il faut, justement, il va aussi vous y conduire. Donc, c'est là où nous en sommes. Et il faut qu'on fasse le point. Chacun doit prendre ses responsabilités. Les parents sont déjà eux-mêmes pervertis. Parce qu'ils cautionnent tout et n'importe quoi. Parce qu'on leur a lavé le cerveau au travers d'une ingénierie subtile où on a associé. Parce qu'il y a la problématique même de l'exemplarité. Parce que vous perdez votre autorité en tant qu'aîné, en tant que parent, quand il n'y a pas d'exemplarité. On ne donne en termes d'éducation, en termes de valeur que ce qu'on a, ce qu'on incarne. Quand vous n'incarnez pas cela, vous perdez. L'enfant doit avoir la facilité de dire que je vais être comme papa. Comme papa. Je vais être comme mon grand frère. Papa rend toujours ivre. Papa, faut écouter lorsqu'il est ivre ce qui sort de sa bouche, le type de propos qu'il tient. Vous voyez, où sont les repères? Il n'y en a pas. Et on attend donc que c'est l'enseignant à l'école qui vienne rattraper le coup. Il fait comment? Sous d'autres cieux, on dit que lui, il est supposé simplement dispenser le savoir, donner l'instruction. Vous voyez donc que si c'est grave la situation, tout le monde, à chaque niveau de la société, doit se ressaisir. Sinon, ce sera la catastrophe, je peux vous le rassurer. La catastrophe. Merci Alain Douk, merci à vous, chers panélistes. Non, je voulais. Je refuse, moi, d'être défaitiste. Chaque fois que j'ai eu l'opportunité de transmettre des savoirs, surtout dans le domaine, j'explique aux jeunes à qui j'enseigne cela que je leur explique l'historique de la communication. C'est l'Afrique qui a enseigné le monde. C'est l'Afrique qui a enseigné la Grèce. Tous ces signaux de communication viennent d'Afrique. La fumée, les hiéroglyphes, l'affichage mural, c'est parti d'Afrique. Il ne faut donc pas que ceux qui sont venus piller l'Afrique, en pillant les bibliothèques à Alexandrie et partout, aillent construire une culture post-modernité pour revenir abrutir les Africains. Moi, je ne peux pas me laisser soumettre à tout ce qu'on dit là. Parce que fondamentalement, depuis la base, j'ai été éduqué.
par mes vieillards. J'ai été éduqué à la bonne école africaine. Mais Roger, à cette époque, il faut pas cette facilité d'avoir accès aux nouvelles technologies, l'information, la communication comme aujourd'hui. Il faut le transmettre aux jeunes générations. Toutes les technologies viennent d'Afrique. Qu'on ne vous trompe pas. Toutes les technologies viennent d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est que certains parents ne savent même pas utiliser les smartphones et achètent ces smartphones à leurs enfants. Avant les smartphones, tes ancêtres s'exprimaient avec le tam-tam, le tambour, avec la fumée. Ils répandaient la fumée pour envoyer un message. C'est comme ça que ça a commencé. Vous comprenez? La difficulté aussi, c'est que beaucoup de parents aujourd'hui ne savent même pas décoder le message du tam-tam. Il faut donc recommencer. Il faut refaire la bonne école. La bonne école n'a rien à voir avec ces histoires-là. La bonne école, l'école primitive africaine, elle est porteuse de valeurs fondamentales. C'est elle qui a éduqué le monde. C'est elle qui a fabriqué le monde. C'est elle qui a façonné le monde. Merci. Il faut le savoir. Alors, nous allons directement à la messagerie pour prendre quelques réactions de nos téléspectateurs. Nous allons d'abord du côté de l'Allemagne. Bonjour au plateau du mardi entrepreneuriat. Je vais introduire en demandant quel est le rôle du ministère de la Jeunesse au Cameroun. Info TV dénonce chaque temps ici l'effet néfaste des réseaux sociaux, mais personne ne prête l'oreille. L'affaire de jeux de l'eau, consommation des drogues et autres en milieu scolaire ou même des vidéos et autres sexuels ont été dénoncées. Mais quelle suite par rapport? C'est déplorable. 10 ans en arrière, lorsque le téléphone n'était pas encore accepté à l'école, ces mots existaient, mais pas si répandus qu'aujourd'hui. Pour moi, nous avons des parents 17 ans, 18 ans trop jeunes. Quelle éducation vont-ils donner aux enfants? Je pense qu'on doit faire comme la France. Avant d'être parent, on doit avoir un certificat parental. Sinon, à ce rythme, nous allons avoir des enfants perdus et mal élevés. Par la suite, interdisons l'utilisation du téléphone à l'école. Ensuite, sanctionner les enfants qui font des vidéos nues sur le net et autres. Enfin, franchement, que le ministre met un point sur les réseaux sociaux, car c'est grave sur les réseaux sociaux, les vidéos presque nues, les filles qui ouvertement vendent leur corps et autres. Nous devons agir très rapidement, sinon nous allons perdre la jeunesse camerounaise. C'est Bertrand qui nous écrit depuis Munich ce matin. Merci à nos téléspectateurs qui nous regardent du côté de l'Allemagne. Nous prenons cette autre réaction. Bonjour, les contenus sont filtrés par des algorithmes. Lorsque vous cliquez sur un article à l'ouverture d'une application, alors l'application vous proposera les articles similaires de manière continue. Donc, vous lisez ce que vous choisissez. Malheureusement, le téléspectateur n'a pas signé. Non, il ne peut pas. Ça, il est totalement excentré. C'est-à-dire qu'il veut faire croire que on a ça dans notre fil d'actualité, c'est parce qu'on s'est intéressé à ces choses. C'est absolument faux. Absolument faux. Pas qu'on se soit intéressé. Tu vois, quand tu télécharges une application, il te propose une longue licence qu'il faut lire et valider là. Avec des mots 12, on ne les lit jamais, on dit valider. Et parfois, il y a des lignes là-bas qui les autorisent à faire ça dans les États. Non, par exemple, vous avez aujourd'hui, lorsque vous effectuez une recherche sur les réseaux sociaux, l'algorithme mémorise automatiquement. Donc, si vous êtes sur Facebook et que vous recherchez peut-être une maison à louer, vous tapez la recherche, vous allez trouver le fil d'actualité qui vous sera. Faut pas présenter ça comme ça parce que ce n'est pas. Là, c'est pour des recherches. Ce n'est pas sur ton fil d'actualité parce que tu es d'accord. Là, c'est pour. Tu es venu trouver ça sur ton fil d'actualité. Il y a une enquête qui allait plus loin et c'était un scandale. Les smartphones que vous voyez enregistre même vos conversations. Bien sûr. Lorsque c'est des vidéos, ce n'est pas utilisé. Tout à fait. Tout ce que vous faites sur le smartphone, vous verrez que vous êtes assis avec des amis, vous posez les téléphones, vous parlez de téléviseurs, de chaises. Et puis bizarrement, quand vous ouvrez votre téléphone, vous avez maintenant des fils d'actualité avec des chaises, de ce dont vous avez parlé. Donc il y a des applications d'espionnage, un trait d'institution dans la vie privée qui sont menés dans ce type de choses. Et je ne sais pas comment on va faire, mais je crois que pour revenir à la question, il ne faut pas, la technologie ne doit pas être traitée comme un ennemi. C'est nous qui devons armer notre capacité à la transformer en quelque chose qui tienne dans nos valeurs et nos us et coutumes. Et le problème, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les véritables recherches sont sur notre culture, parce que c'est léger. Quand on parle par exemple de l'histoire africaine, l'histoire du Cameroun, combien de nous, même sur le plateau, le Cameroun existe depuis combien de temps? Avant qu'on ne dise Rio dos Cameroun, qu'est-ce qui existait? C'est difficile. Pourtant, il faudrait qu'on revienne à ça. Parce que pour rivaliser
avec ces peuples qui ont Il faut construit. savoir qui vous êtes. Il faut pouvoir se densifier notre identité et ne pas rester léger. Je vous dis, pour notre jeunesse, le Cameroun a commencé en 1960, pour beaucoup de jeunes. Mais ça pèse pas long quand on parle de la France, de Napoléon, et quand on revient à Louis XIV. Donc il faut pouvoir travailler là-dessus. Et nos gouvernants doivent investir là-dessus. Oui, Alain Douk. Oui, je dis, le téléspectateur veut nous y conduire. C'est exactement la même problématique avec le médium qu'est la télé. Si vous ne voulez pas dans certains types de contenu, vous prenez des mesures pour que le contenu en question n'ait pas accès à votre sphère. D'accord? On dit ici chez nous, l'homosexualité, c'est pénalisé. Je pense que le téléspectateur... Non, j'arrive. Non, attends. Je prends... C'est des médiums. Je dis, c'est la même logique. Ici chez nous, l'homosexualité est pénalisée. Vous ne me produisez pas... Depuis l'Égypte pharaonique, si vous lisez le livre des morts en Égypte, je ne suis pas pédéraste. Depuis l'Égypte, on n'était pas pédéraste. Là, Alain Douk, je pense que vous êtes en train de parler de manière globale. Non, j'en viens. J'ai écouté les gens ont parlé 3-4 fois. Donc vous êtes sur le message de l'espectateur. Justement, qu'on me laisse parler. Et je vais le relier pour que vous compreniez exactement le sens de son message. Je l'ai compris, je vais chuter. J'entre par là et je vais chuter sur sa problématique. Si tu veux, je commence même par la chute. Sur Facebook, ils ont ce qu'ils appellent les standards de leur communauté, des choses qui n'annuètent pas. C'est déjà des filtres, non? C'est pas des filtres. Ils disent que sur leur plateforme, ils ne veulent pas qu'on se comporte de telle ou telle façon. Donc c'est nous qui ne pouvons pas dire que dans notre espace territorial, on ne veut pas sur ça. Bien, maintenant, avec leur standard de communauté, est-ce que tu sais que leur standard de communauté ne s'attaque pas, par exemple, aux gens qui ouvrent un groupe pour les pédophiles, par exemple? Tu expliques ça comment? Quand vous écrivez pour qu'on te dise ça, il filtre votre message. Maintenant, donc, comme tu as voulu que je sorte, que je commence par la sortie, je reviens donc sur la problématique du médium qu'est la télévision. La même chose. Ici, c'est pénalisé chez nous, monsieur. Vous ne me proposez pas des programmes dans mon espace. Absolument. Avec ces choses. Je ne tolère pas. Si vous vous entêtez, je supprime votre signal. Aussi simple que ça. Faut qu'on soit clair. Alain Douk, on vous a suivi. Oh, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Nous ne dévoilons pas du message du téléspectateur. Le téléspectateur a dit que lorsque vous cliquez sur un article à l'ouverture d'une application, alors l'application vous propose des articles similaires. Voilà le message. Non, il est dans... Comment tu dis? Il est dans faux débat. Il est dans faux débat. Il est dans faux débat. Vous pouvez pas dire... Il dit pas faux en passant. Non, il est dans faux débat. Il y a eu un débat au Cameroun sur la question de l'homosexualité. Et ça a chopé sur les accords de Maputo. J'étais au Kabangondo. Voilà. Moi, j'étais au Kabangondo. Ça fait d'abord comment pour qu'on te permet même de cliquer sur un tel article? Pour avoir accès à la communauté internationale, on exige au pays de signer de ratifier ça. De Maputo, il y avait des articles sur la question du genre qui induisaient la liberté de manière sibylline. Et ça a posé problème avec la loi camerounaise. Voilà. Et donc vous voyez que les influences sont souvent très subtiles. Et aujourd'hui, le monde occidental en est même à la définition du genre. Il faudrait que nous sachions répondre à cela, parce que l'Afrique a son mot. Et je pense que dans le Conseil des Nations actuel, l'Afrique manque beaucoup parce que l'Afrique ne s'exprime pas. Pourtant, nous sommes le berceau de ces valeurs-là. Quand vous êtes soumis, vous vous exprimez. Merci Cyril. Il faut boxer. C'est le temps des téléspectateurs. Nous allons encore prendre quelques réactions. Bonjour TVB. Quand le président Ahidjo était encore aux affaires, il y avait la pratique de l'exception culturelle camerounaise, notamment à travers les quotas de musique étrangère. C'est François qui nous écrit depuis Abidjan ce matin. Merci donc à tous ceux qui nous regardent depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous prenons cette autre réaction. Il faut épouser l'ère du temps. Les nouvelles technologies ne poursuivent pas l'objectif majeur de faire une promotion de la dépravation. La société africaine est par ricochet camerounaise est en proie à une impréparation de ces outils dans toutes les sociétés, entre parenthèses, occidentales. Même dans leur pays d'origine, il existe ce revers de la médaille lié à l'usage des réseaux sociaux. C'est Junior Molo qui nous écrit depuis le quartier à Ouest-Calier ce matin. Nous prenons encore cette autre réaction. Bonjour à tous sur le plateau. Face à la dénonciation du jour, je suis du même avis que Ibrahim, dans la mesure où chaque jour on dénonce, mais on ne trouve aucune solution. On pose des actions. Pour le cas du Cameroun, le ministre de la Communication
Communication doit déjà prendre des mesures fortes pour suspendre certaines chaînes de télé, radio, presse, réseau, car il y a trop de laxisme énorme, car la dépravation qui sévit actuellement dans notre pays vient de tout cela. C'est Jeanne depuis Douala. Une autre réaction à lire également. Bonjour à votre riche panel, merci. Bonjour et félicitations à Théophile Vianney-Bia, merci beaucoup, qui est en train de devenir la citerne de la modération, de toute façon. Très bon thème. Il faut dire que c'est la dénonciation du jour. La vérité est que les parents sont analphabètes pour la plupart des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les enfants sont plus avancés que les parents dans ces domaines. C'est la problématique. C'est Cyril Dawai qui nous écrit et qui donne sa participation ce matin. C'est l'Afrique qui a tout créé, mais aujourd'hui, elle importe les cure-dents. L'intelligence est née en Afrique, mais c'est toujours vous qu'on manipule. Vous avez construit les pyramides pour abandonner et aller vivre dans les huttes. Il faut arrêter de faire croire au reste du monde que c'est l'Afrique qui a tout créé. Pourtant, nous sommes les derniers de la classe aujourd'hui. Les Chinois portent les vestes et ça ne les empêche pas de concurrencer l'Occident. Merci pour votre réaction. Une autre réaction ce matin. Bonjour le grand plateau. Sur la dénonciation de ce jour, je dirais que ça fait partie du libertinage institutionnel sans toutefois épargner la responsabilité parentale. Souvenez-vous, il y a quelque temps, un ministre a fait interdire un site qui faisait la promotion de la prostitution des jeunes filles. Je de l'eau. Ils ont repris du poil de la bête, ils ont repris de l'activité. J'aimerais qu'on m'explique comment et pourquoi. Pourquoi ne le fait-on pas pour des plateformes comme TikTok? Parce que TikTok est une plateforme de pure perversion et en première ligne, ce sont les femmes et les jeunes filles qui se livrent à des exhibitions obscènes dans l'optique de s'attirer des followers. Quelqu'un sur le plateau a parlé de l'Afrique de l'Ouest comme un semblant de modèle. Cet intervenant n'est pas assez informé. Les pays tels que le Nigeria et le Ghana, c'est le Sodome et Gomorre de la dépravation, de l'obscénité dans les réseaux sociaux. Comme le Burkina Faso le disait dans le film, Dieu a déjà quitté l'Afrique. Matt à Douala. Dieu n'a pas quitté l'Afrique. Bonjour Monsieur Bia, merci, bonjour. Bonjour à tous les panélistes. Le ministre de la Communication doit suspendre Nouvelas au Cameroun. C'est du n'importe quoi. C'est Lamine depuis Douala. Une autre réaction. Bonjour Monsieur. Le pire est que regardez nos parlementaires. Ils ne parlent pas en session. Normalement, on devrait voter une loi qui interdit également le fonctionnement des sociétés secrètes dans notre pays. C'est là-bas que tout se décide. Suivez mon regard. C'est Guy qui nous écrit depuis Bastos. On va d'abord s'arrêter là pour les messages. Et on va prendre une pause pour se retrouver juste après pour l'analyse. Merci, chers panélistes, d'avoir participé à cette dénonciation. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détends. Ah, je crois qu'ils l'adorent, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus, offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au cœur de soi à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent. Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins. Côté affaires, nos salles modernes de séminaires et de réunions offrent bien plus qu'un cadre de travail.
Elle stimule vos idées et sublime vos rencontres professionnelles. Côté célébration, nos somptueuses salles de mariage et de réception transforment vos moments précieux en souvenirs éternels. Côté bien-être, laissez-vous choyer dans notre institut de beauté. Évacuez le stress dans notre salle de sport, puis détendez-vous au sport bar autour d'un cocktail, d'un tournoi de billard ou d'une soirée after work. Chaque détail du Welcome Garden Hotel respire hospitalité et raffinement. Ici, tout est pensé pour que vous vous sentiez ailleurs, mais mieux que partout ailleurs. Welcome Garden Hotel, votre jardin secret. Contact 694 34 21 33 676 73 59. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détendes. Je crois qu'ils l'adorent, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus, offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. La nature au service du bien-être. Mesdames et messieurs, résidents ou de passage à Yaoundé, la solution à vos problèmes de santé se trouve au complexe Viroplante Cameroun. Chez Dr Pelingo, le spécialiste du traitement à base de plantes et des écorces, qui vous offre une variété de produits 100% naturels, zéro additif chimique, tout type de produits adaptés à chaque maladie. Tenez par exemple le Virofort, réduit le processus d'inflammation de la prostate chez l'homme. Garlic Drink détruit également toute forme de verre. La Demésia, utilisée depuis plus de 2000 ans par les Chinois pour traiter la fièvre et le paludisme. Femal Anatomie, pour traiter les maladies compliquées de l'anatomie de la femme. Naxia africain, votre antibiotique, antifungal, antiviral, anti-inflammatoire, anti-paludique. Nous consultons tous les jours, de lundi à samedi, de 8h30 à 18h30. Complexe Viroplante Cameroun, centre de recherche et d'exposition en plantes médicinales, situé au collège Elohim, petit village Mbankolo. Contact téléphone 677 74 96 71 696 22 14 93. Eh bien, c'était l'occasion pour nous de faire plaisir à nos partenaires, ceux-là qui nous font confiance, et nous continuons dans cette même lancée en recevant ici sur ce plateau Dr Guillaume Pelliego, qui est de plus en plus un habitué de ce plateau, c'est un habitué de la maison. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure le spot publicitaire qui parlait bien sûr de sa structure. Il est bien sûr le promoteur de Viroplante Cameroun. Il est donc avec nous aujourd'hui à quelques heures tout simplement de son départ pour l'Égypte. Il ira en Égypte, il ira également en Inde, où il fera un tour dans ces pays-là pour honorer le Cameroun. Docteur Pelliego, merci de répondre présent ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Vianney. Merci. Et je dis bonjour à nos très respectés téléspectateurs. Oui. Bonjour également aux personnalités de ressources que vous avez invitées dans cette riche panel. Oui. Ce matin, je suis revenu ici avec plaisir pour vous parler et parler aux populations du monde entier qui regardent Espace Miné, que le complexe Viroplante Cameroun que je représente est encore là, et nous allons parler de trois produits aujourd'hui, en commençant par le Viromiwell. Oui. Pourquoi le Viromiwell? Pourquoi? Parce que les maladies gastro-intestinales ou intestinaux
ont ravagé et ça dérange beaucoup nos populations aujourd'hui. Il est dit partout, hein, d'ailleurs, M. Biya, que le mal d'estomac, l'ulcère gastrique, palpitation de cœur, que ça ne se soigne pas. Raison pour laquelle le complexe Viroplan Cameroun s'est mis dans des recherches de plusieurs années pour sortir cette solution. Et la solution, c'est pourquoi nous avons des gens qui mangent difficilement le repas comme le plantain non mûr, le manioc, le patate, tout simplement parce que quand ils mâchent ça dans la bouche et au moment d'avaler, il y a une douleur qui vient au niveau de la colonne vertébrale. Nous avons des personnes qui ont même d'ailleurs ces problèmes de mal gastrique et ils ne connaissent pas. Vous allez voir, la personne, ça étouffe et ça fait en sorte que chaque fois, il route. Il route. On dirait que la personne a passé toute la nuit à boire l'alcool. Or, il ne boit pas l'alcool. Nous avons des cas où la personne tousse et puis parfois, vous allez constater que ça sort mélangé avec le sang. Oui. Nous avons également des palpitations de cœur. Quelqu'un qui reste comme ça de temps en temps, c'est comme s'il a peur. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient lui arrêter. Oui. C'est ce problème de mal gastrique. Et quand ça dure, ça forme de petites blessures d'où on parlait de l'ulcère gastrique. Ça se soigne. Mais sauf qu'au Cameroun, il y a la liberté sanitaire. Chaque Camerounais, chaque personne dans le monde entier a droit de choisir une trajectoire sanitaire où il se sent à l'aise. Et aujourd'hui, nous avons des trajectoires comme la médecine traditionnelle, nous avons la médecine conventionnelle qui ne doit pas être imposée aux gens. Chacun de nous doit choisir. Raison pour laquelle, si aujourd'hui on demande de consommer ou vivre avec nos solutions endogènes, nous avons pensé qu'on ne peut pas demander d'écarter de solutions qui viennent d'ailleurs sans avoir de véritables solutions sous place. Oui. D'où le ministère de la Santé publique, à travers ça, je salue déjà beaucoup puisque le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le 23 décembre 2024, avait promulgué la loi sur l'exercice et les pratiques de la médecine traditionnelle au Cameroun. Ce qui veut dire quoi? La médecine traditionnelle sort de maquis pour la visibilité. Or, nous, en tant que chercheur, le complexe Viroplan Cameroun, je voudrais dire à la population qui nous regarde que l'État du Cameroun n'a pas fait l'erreur de valoriser la médecine traditionnelle. Nous avons des solutions comme le Viromiwell qui aujourd'hui est capable de travailler et compétir à l'échelle internationale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux partir en Égypte et je pars en Inde. Les images, c'est pas la publicité. Les images vont vous allez représenter le Cameroun. Le Viromiwell travaille sous le cadre gastro-intestinal. Oui. L'hémorroïde interne et l'hémorroïde externe. Nous avons les gens qui marchent avec le couche. L'anus est toujours mouillé. L'anus gratte. La personne veut même faire le sel. Il a besoin de faire le sel. C'est le gaz qui sort. Et de temps en temps, il a toujours envie de faire le sel là, mais rien ne sort. Et ça gratte et ça dérange. Donc l'hémorroïde, c'est ça. Aujourd'hui, avec ces produits qui soignent deux choses, mal gastrique, ulcère gastrique et l'hémorroïde interne, externe, nous donnons ça au prix de Info TV. Parce que nous sommes partenaires de Espace Miné. Et ce programme est visité et regardé, visionné partout dans le monde entier. Avec une simple somme de 10 000 francs au lieu de 15 000 francs. Vous avez ce flacon. Et ça dépendra donc le nombre de flacons qu'il va prendre. Voilà, je veux également... Oui. Je vais également parler, puisque la répétition ne tue pas, c'est mieux de répéter pour que les gens comprennent. J'ai ces trois produits, le pack détox, Virofort et le prostatitis. Le détox, pourquoi? Parce que c'est ça que je recommande à tout le monde, c'est ça qui nettoie. Tout le monde peut le prendre, les enfants, les adultes, les femmes, les hommes, pour nettoyer le sang, nettoyer le cœur, travailler sur les artères, nettoyer le rein, purifier le sang et travailler le rein avec le pancréas. Et lorsque nous avons besoin de faire un traitement, on commence par le nettoyage. Il y a des gens, Vianney, qui ont fait 5 ans sans se nettoyer. Hein. Or, normalement, le système a besoin parfois de balayer. On mange des choses, on boit des choses qui sont toxiques ou qui sont toxiques, vu que la nourriture et nos fruits, nos choses sont cultivées avec des engrais qui ne sont pas bien aujourd'hui. Il faut donc nettoyer. Oui, on commence avec ça. On touche le Virofort. Oui. Quand on prend le Virofort, c'est pour ceux qui ressentent à cause de tous ces déchets et de saleté là, le BIC ne peut pas écrire. Oui, sexuel, fatigue sexuelle, érection faible, éjaculation précoce, vous le prenez et
c'est ce produit qui est venu résoudre le problème de Viagra. Nous avons dit, puisque l'État et le ministère a demandé qu'on interdit le prise de Viagra au Cameroun. Ce sont des choses qui dérangent, ce sont des choses qui attaquent la tension artérielle. Ce n'est pas tout le monde qui doit prendre ces choses qu'on appelle le Viagra. Et voilà la solution, on a donc remplacé le Viagra avec ça. C'est pour les hommes. Et ceci, c'est pour la prostate, prostatitis, nommée prostatitis. Certains vont prendre le Paxil, pas seulement parce qu'ils ont la faiblesse sexuelle, mais à cause de l'âge ou bien à cause de d'autres facteurs endogènes ou exogènes. Ça fait en sorte que, oui, la prostate a une légère inflammation. Il y a de friction. Donc la prostate, ceux qui marchent avec les sondes dans la poche, ceux qui se lèvent 4-5 fois pour aller pisser dans la nuit, ceux qui ont envie d'aller pisser, mais quand ils arrivent aux toilettes, les urines sortent seulement un peu. Ceux qui pissent même, parfois quand ils regardent, ça sort mélangé avec le sang. Ceux qui veulent jus, pendant le rapport sexuel, ils crient, tout le quartier peut sortir parce que c'est comme s'il y a le caillou dans le wiki bloc. Oh, le jouissance d'un homme, c'est quelque chose que quand vous êtes avec votre partenaire, votre madame, quand vous jouissez, c'est une communication sacrée. C'est quelque chose, oui, ça fait en sorte que vous pouvez communiquer avec les ancêtres, vous pouvez parler avec le patron là, combien, ceci, au lieu de 60 000 francs, puisque c'est 20 000 francs un paquet, nous sommes en train de le partager à 10 000 francs. Donc, prix promotionnel. Mais cette promotion va finir le 30. Aujourd'hui, avec votre permission, l'autre jour, je parlais ici, on m'avait invité comme panel, et je parlais de la sorcellerie. On a parlé, le thème de ce jour-là, c'était la sorcellerie, d'où j'avais dit que on ne doit plus aller chez le marabout, de gauche à droite, faire des choses qui n'est pas bien. Nous, les chercheurs, la médecine traditionnelle, qui a beaucoup de branches, a la chance d'avoir le branche qu'on appelle la tradie spiritualité, et qui est légalisée au Cameroun dans la nouvelle loi qui est sortie. Alors, de plantes, des écorces, les herbes qui sont mises ensemble après de recherches approfondies sont capables de résoudre les problèmes ancestraux, de problèmes de difficultés, le malchance, le ndouon, comme on appelle au village ndouon. Les gens qui n'arrivent pas à faire quelque chose, les gens qui ont le pont de main comme ça là avec le trou sous ça, on doit le fermer. Voilà ça sur votre écran. Et le Liberation Powder, c'est ça que quand on prend, ça résout tout le problème, que ça soit chez la famille, que ça soit chez les individus. C'est un produit que je partage avec trop de délicatesse. Je pense que avec 25 000 francs, on peut le donner. Une dose. Merci, docteur. Et je crois que je veux dire que dans votre riche panel, demain, je ne serai pas là. Je suis en train de partir à Douala demain. Je vais consulter toute la journée de Douala, toute la journée de demain à Douala, à la résidence Tomedi, à Daïdo, ancien Glamont. Et à Yaoundé, pour ceux qui vont rester, toujours ont besoin de nous contacter à Yaoundé. Nous sommes à Jean Vespa, au Cameroun, Yaoundé, Jean Vespa, et nous sommes à Mbankolo, derrière Collège Elohim. Avec le complexe Viroplan Cameroun, venez, vous-même, vous allez avoir le goût pour faire confiance à nos solutions endogènes. Guillaume Pelliego, merci d'être passé sur le plateau d'Espace Minier, surtout très bon voyage. I think I'm thanking all of you and I say hi to all your rich panelists, and so we thank you for all what you have been doing in order to progress the social ills of our community. Merci. Mesdames, Messieurs, nous accompagnons Dr Guillaume Pelliego avec cette transition.
Développement, comment passer de revendeur à producteur. Nous ouvrons donc notre thème de ce matin. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez tout simplement que vous regardez Espace Miné. Votre émission se poursuit jusqu'à 11h passées de 52 minutes. Et pour ouvrir donc ce thème, je vais tout d'abord me rapprocher d'Ibrahim. Ibrahim qui est expert en entrepreneuriat et qui est donc là sur ce plateau tous les mardis pour édifier nos jeunes entrepreneurs. On parle de développement et on s'interroge ce matin comment passer de revendeur à producteur. D'accord, c'est une thématique assez intéressante, Monsieur Biya, parce que ça me rappelle la dynamique de l'import-substitution. C'est-à-dire que le revendeur, c'est quelqu'un qui a importé un produit et qui doit l'écouler, et le producteur, c'est quelqu'un qui produit sur le plan local. Donc, en réalité, au travers de cette thématique, on comprend qu'il y a un dilemme où la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on quitte d'importateur à producteur au niveau local? Comment est-ce qu'on fait pour convertir ces acteurs-là qui sont déjà sur le marché à quitter d'acteurs clés ou stratégiques dans la distribution des produits importés vers des produits qui sont produits localement? Et l'enjeu en réalité est déterminant et elle est véritablement considérable. Enfin, excusez-moi, je t'ai appelé parfait tout à l'heure. Donc, je crois que il faut d'abord résoudre la question de savoir pourquoi est-ce que les revendeurs sont restés revendeurs. Lorsque vous allez au Minmesa, vous demandez il y a combien d'entreprises qui ont été créées. Je pense il y a 2 ans de cela, quand on avait donné les statistiques, j'étais ébahoui, on parlait de 300 000 entreprises. On a 300 000 entreprises et on a l'impression qu'en réalité, on n'est pas toujours indépendant économiquement parlant. Parce qu'on a des personnes, qui sont dans les services, 2 qui sont des revendeurs. Et pourquoi est-ce que ces revendeurs-là, qui connaissent déjà le marché, qui ont une main sur le marché, ne peuvent pas devenir des producteurs? C'est là qu'on veut toucher. Souvent on dit entrepreneuriat. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui on veut les interpeller à aimer un peu plus le Cameroun? C'est vrai qu'il y a quand même 3 raisons qui peuvent les dissuader d'aller dans la dynamique de production locale. Vous avez premièrement, comme raison, ils peuvent vous parler de la mentalité de la rapidité. Quand ils mettent son argent, ils veulent récupérer l'argent rapidement. Donc, je prends, je vends et je récupère rapidement l'argent. Mais au niveau de la production locale, il faut d'abord des autorisations, il faut des agréments, il faut la phase de transformation, il faut de la rigueur, il faut la chaîne de valeur, il faut la maîtrise d'un certain nombre de choses, il faut des postes de distribution. C'est tellement complexe pour eux qu'ils ne veulent pas se lancer dans une dynamique où la chose est un peu plus complexe. La deuxième raison, c'est que quand vous dites production locale, vous appelez à la notion des machines, vous appelez à la notion des procédés, vous appelez à un niveau de rigueur beaucoup plus poussé. Et eux, ils ne sont pas formés en réalité pour être des producteurs. Ils sont formés soit pour demander de l'emploi, soit pour être des revendeurs. Et c'est ça, en fait, qui biaise la politique de l'import-substitution. Et tant qu'on ne comprend pas qu'il faut véritablement mettre un cadre, au-delà même de l'existence d'une chaîne de valeur qui permet de les encourager dans ce sens-là, ou même des fonds de garantie qui leur permettent de se lancer, pas forcément à l'échelle industrielle au départ, mais ils peuvent aller avec de façon progressive, avec une petite échelle, une petite unité, et puis ils évoluent progressivement. Donc, je voulais en réalité que ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont ceux qui connaissent déjà le marché. Ils écoulent des produits. Ce que l'État attend aussi d'eux, c'est qu'au-delà, comme ils connaissent le marché, ils connaissent les produits qui passent, ils connaissent à combien on les achète, ils connaissent même pourquoi les clients les achètent. Pourquoi ne pas identifier ces produits-là sur les marchés et commencer à dire, ok, parmi tout ce qui passe là, comme celui-ci passe toujours, et que les gens les achètent pour ceci, je vais commencer à produire ça sur le plan local. Et à introduire ça progressivement de façon stratégique, de telle sorte que le pouvoir économique ou les devises du pays ne cessent pas que de sortir, mais qu'il en reste véritablement. Et qu'on commence quand même à faire un pas majeur dans l'import substitution. Vous voyez que quand vous dites ça, ça pousse ces derniers à réfléchir et en ce moment, ils n'ont pas vraiment le temps de réfléchir parce qu'ils ont déjà pris goût à dépenser pour recevoir rapidement. Oui, mais l'importation, quand tu importes, tu gagnes aujourd'hui, mais quand tu produis, tu gagnes demain. Et il faut arrêter. Ils ne veulent donc pas gagner demain. Non, mais ils sont conditionnés, ils sont liés par le fournisseur. Lorsqu'on essaie de faire ça, c'est pas aimer son pays, hein. C'est pas aimer les Camerounais. Parce que lorsque vous ne faites que prendre les produits qui sont importés pour les vendre, vous ne créez que des valeurs pour le pays qui a fabriqué ces choses-là. Les pays les plus puissants au monde ne vendent pas beaucoup dans leur pays. Ils produisent ce que les gens achètent. C'est ce qu'ils font. Et il faut qu'on apprenne à entrer dans cette dynamique. Merci, merci à Maxime pour cette réaction. Alors Cyril, on parle bien sûr d'import-substitution ce matin, on parle de la promotion du Made in Cameroun. On voudrait impérativement, à travers cette thématique, essayer de voir comment est-ce que les revendeurs peuvent partir de ce statut pour devenir des producteurs, afin bien sûr de produire localement ce que nous consommons. Au regard de la dynamique qui est lancée en ce moment, au regard des revendeurs qui ont déjà pris goût à placer un peu d'argent, calculer le petit bénéfice qu'ils peuvent avoir, écouler rapidement les produits, aller encore acheter, est-ce que ces derniers peuvent
facilement passer de statut de revendeur à producteur? Ben, c'est une vaste question. C'est le rêve que nous tous nous chérissons, mais il faut dire que par la structure historique de notre économie, on nous a orientés vers l'exportation. Certaines langues disaient que l'Afrique était considérée comme étant une plantation où on venait cultiver notamment des denrées que nous ne consommons pas pour envoyer sur le marché international. Donc par exemple le cacao, moi j'ai du mal à savoir quel est le mets africain, camerounais qu'on fait avec le cacao ou le café, je ne connais pas. C'est très compliqué. Donc aujourd'hui, nous avons construit, on nous a appris à être des négociants. Nous cultivons, nous négocions la vente à l'exportation. Et vous verrez même que moi, j'ai grandi dans les zones de Konsamba. Et même les négociants de café, cacao, c'était les Blancs. C'était même pas nos agriculteurs. C'est-à-dire, on finissait de cultiver, on réunissait et on allait donner à la coopérative qui était gérée par des Grecs. Et ce sont eux qui faisaient l'exportation. Les Camerounais, même, c'était très peu à pouvoir faire de l'exportation des matières premières. Donc, il y a ce premier pan. C'est-à-dire que ce que nous cultivons, malheureusement, est très inadapté par rapport à la consommation que nous avons. Deuxième chose, il y a les habitudes. On a parlé de l'influence culturelle. Aujourd'hui, moi, je regarde, par exemple, quand nous étions enfants, le manioc, le macabo, la banane, c'était des nourritures que nous mangeons comme étant la nourriture quotidienne. Et le riz, les pâtes, c'était des nourritures exceptionnelles. Ça s'est inversé. Aujourd'hui, il est plus facile d'avoir un bol de riz, un pas de pâtes, de spaghettis, que de toucher du plantain, c'est seulement pendant la période de fête. Maintenant. Donc il y a une inversion, peut-être due à l'influence, on parlait du cinéma, des modes du fast-food, des burgers et tout ça. Donc ce qui fait que les gens ont tendance à regarder ce qui se fait là-bas et le ramener ici parce que ça irait plus vite. Maintenant, il y a, tout à l'heure je parlais d'un militantisme, il y a une guerre économique, une guerre civilisationnelle qui se joue aujourd'hui. Et il faut être capable de rentrer dans des approches presque de restrictions. On parlait par exemple, certains pays, des nouveaux pays émergents d'Afrique, parlent même de restrictions douanières. C'est-à-dire à un moment donné dire, il faut imposer une réappropriation de notre culture, par exemple dans la consommation, en disant on n'importe plus. Thomas Sankara avait parlé du Faso d'Amfani. Et vous voyez le sort qui lui a été réservé. Nous avons au Cameroun la Sodé Coton. Nous produisons du coton, mais nous importons les petits pagnes que vous voyez pour les mariages et c'est importé. Les gens vont prendre ça au Bénin parce que la SICAM est en état de mort clinique. C'est-à-dire aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 5 ans d'arrêt de salaire, alors que nous sommes producteurs de coton. Nous devons déjà consommer pour nous-mêmes et peut-être même exporter ce qui ne se fait pas. Heureusement, je crois qu'il y a une restructuration au niveau de la Sodé Coton qui est faite parce que Géocoton semble être sorti du capital. Les Camerounais reprennent. J'espère qu'ils vont comprendre que en réalité, l'économie doit être une structure globale. C'est-à-dire, il y a l'incitation à la consommation, il y a la production des produits à des normes aussi acceptables parce qu'il faut voir, par exemple, dans la filière bois, qu'il y a eu des incitations qui ont été faites. Aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est que les grands magasins d'ameublement que vous voyez en ville, la moitié des chaises que vous achetez en fabriquées localement. Et donc, le standard a évolué et les prix ont baissé. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, vous voyez, vous aviez des salons simili cuits à 2 millions. Aujourd'hui, vous les avez 300, 400 000 francs. Ça, c'est un impact quand les politiques publiques axent vraiment les efforts dans un secteur d'activité. On a aussi le problème, par exemple, de la filière manioc. Le président en a parlé. Il faut remettre en place un certain nombre de choses. C'est vrai que l'argent a été mis avant. Ça a été détourné, utilisé de manière peu recommandable. Mais il faut refaire ça. Je veux dire qu'il y a deux choses dedans. Il y a la volonté. Il y a surtout le sérieux et la détermination. Il faudrait que les Camerounais et les Africains sachent que nous sommes dans un monde en guerre. Vous voyez un président américain qui va prendre notre président dans un palais, il le ramène chez lui, il le coffre à New York. Ça ne vous dit rien. Et je peux vous dire que ce n'est pas des questions idéologiques, politiques, parce que les Africains croient que c'est des histoires de marxistes, léninisme, machin. Non, c'est simplement parce que l'économie aujourd'hui est l'arme la plus efficace pour développer un pays et il faudrait que nous nous mettions là-dedans. Les pays africains qui performent comme le Nigeria, c'est sur le plan économique. Parce qu'il y a un patriotisme économique au Nigeria qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de faire, vous voyez qu'un pays comme le premier producteur africain de pétrole n'a de raffinerie de pétrole qu'il y a moins de 5 ans. Parce que Dangote l'a voulu. Et vous avez vu le combat
les combats qui ont été menés contre lui, le sabotage. Mais les Nigérians ont tenu pour lui permettre d'avoir cette raffinerie parce qu'il était incompréhensible, inadmissible qu'un pays producteur de pétrole ne raffine pas lui-même son propre produit. Donc il y a beaucoup de choses. Et je dis, retenons une chose, nous partons là vers une vraie guerre. Parce que le jour où on va commencer, ils vont réagir. Parce que les flux économiques sont importants. Il faut savoir que nos premiers partenaires, c'est la France. Et ce n'est pas des petits montants. Donc, leur couper cette manne-là, c'est se préparer aussi à résister aux différentes secousses qui vont arriver. Alors, Roger Kiek de Kiki, on parle bien sûr de développement économique. Alors, comment passer de revendeur à producteur peut-il promouvoir de manière fluide et de manière rapide le développement économique d'un pays tel que le Cameroun? La troisième guerre mondiale sera économique. Et le théâtre des opérations, ce sera l'Afrique, où les plus grandes ressources stratégiques, notamment les ressources minérales, se retrouvent. Malheureusement, nous avons, sur le plan historique, des économies de type colonial. C'est pas seulement le Cameroun. Tous ces pays africains, pour la plupart, ont été conçus et structurés pour servir les intérêts coloniaux. Mon frère Tchamba essayait de l'expliquer tout à l'heure. On vous a appris à cultiver le cacao et le café, des matières premières de rente, à l'export. Parce qu'on savait que vous ne consommez pas le café. Vous savez, quand vous partez à l'est, là-bas, à Betare, Oya ou à Batouri, vous voyez un enfant avec le ventre ballonné, il n'a jamais goûté la poudre de cacao au petit déjeuner. Il mange du couscous. Tout le cacao qu'on produit là-bas part à l'étranger. Et il paraît que c'est le meilleur, l'un des meilleurs dans les meilleurs marchés du monde. C'est comme ça, c'est une économie malheureusement conçue par les autres pour nous. Et nous dépendons donc des exportations et des importations. Et le danger est que ce sont les autres qui fixent les prix. Parce qu'une telle économie coloniale subit les facteurs externes. Dès qu'il y a une petite guerre quelque part, Venezuela ou en Ukraine, paf, on dévalue les cours. Dès qu'il y a une crise sanitaire quelque part, Covid-19, vous subissez. Et le système en question est conçu pour que vous subissiez toujours des crises et des facteurs externes. Vous n'avez donc pas de marge de manœuvre. Nos hommes d'affaires sont dans ce que le ministre Langenao a appelé market boy, Bayam Selam. Ils vous disent qu'ils sont SECAM, ils sont un groupement des entrepreneurs, GECAM. Ils importent le blé pour faire des pâtes alimentaires. Et pourtant, ils peuvent transformer la farine de manioc, ou d'igname, ou de patates, pour faire les mêmes pâtes alimentaires. On a des structures brassicoles ici qui achètent le maïs à l'étranger pour venir faire de la bière. Et pourtant, on peut faire du maïs ici, localement, pour produire de la bière. Ça fonctionne comme ça. Et les grandes entreprises brassicoles sont en place depuis 1948. En 1938, 38 vers là. Et l'un des grands magnats de la bière en question dans nos pays, lui-même ne vit pas en France parce qu'il ne veut pas, je ne diffame pas. On a lu les montages de ces affaires-là. Parfois, ils vivent en Suisse comme exilés fiscaux pour ne pas déclarer l'impôt de tout ce qu'eux-mêmes prennent en Afrique. Et la Suisse est un pays qui leur offre beaucoup plus de facilité. Vous avez donc des entrepreneurs, market boy, Bayam Selam, qui se battent chaque fois pour que l'État leur donne des exonérations fiscales pour l'importation. D'accord. Ça grève la balance commerciale qui est déficitaire et nous avons donc un pays atrophié. Vous savez, le Ghana nous enseigne aujourd'hui, il en parlait tout à l'heure, dans le domaine de l'agro-industrie. Vous ne pouvez pas avoir les meilleures bananes de Djombe Penja qui sont vendues sur le marché international comme bananes de France, certifiées bananes de France, alors qu'elles viennent du Cameroun, sans que vous-même, vous n'ayez une possibilité de transformation de la banane. Vous savez, le président Paul Biya avait parlé du programme de reconversion économique de la banane plantain. Parce que le plantain, la banane, c'est des produits structurants. Vous pouvez avoir avec la banane ou le plantain de la farine
farine donc de substitution pour faire le pain, les gâteaux et tout. Vous pouvez avoir, grâce aux épluchures de bananes, de l'énergie, c'est-à-dire du biocarburant. Vous pouvez avoir de la banane plantain prêt à être consommée directement. Vous pouvez l'avoir en chips. Vous pouvez avoir de la colle de papier, grâce à... Vous pouvez avoir de l'éthanol, donc du whisky ou du vin de banane tel que vous pouvez... C'est-à-dire vous pouvez avoir 8 à 10 produits rien que grâce à cela. Et comment vous faites alors pour ne pas tirer un avantage comparatif en transformant de telles ressources et en faisant en sorte que votre économie soit modifiée, parce qu'en réalité, nous avons une diversification naturelle. Un pays comme le Cameroun a été béni de Dieu. Nous avons à la fois la banane, le café, le bois, le manioc, en plus des minéraux, ce que les autres n'ont pas. Les autres n'ont que le pétrole, les autres n'ont que les arachides. Nous avons la possibilité de cesser donc d'être un importateur, mais de devenir un producteur. Alors, et la volonté politique, pour terminer, la volonté politique est ici très très indispensable, parce qu'au Burkina Faso, le capitaine Traoré vient de prendre la décision lui-même d'impulser la production localement de tout ce que les Burkinabés consomment. D'accord, Jean-Paul. C'est un enjeu extrêmement important. Est-ce que les revendeurs peuvent aujourd'hui avoir cette volonté de partir de ce statut pour devenir producteurs, au regard peut-être des pressions fiscales que ces derniers peuvent endurer, au regard peut-être des difficultés rencontrées peut-être pour monter une entreprise, la mettre en marche? Ces derniers ont des besoins pressants et veulent peut-être rester dans leur statut de revendeur. Nous sommes tous unanimes que oui. Je vis depuis 44 ans. Et depuis que je suis né, le président Paul Biya, dans ses discours, a toujours parlé de consommer camerounais, produire. Je pense que c'est son environnement, les gouvernements qui n'ont pas compris la philosophie du président Paul Biya. Ou alors c'est la mauvaise collaboration, où ils n'ont pas compris sa vision. Nous sommes là comme un papa dans la maison qui a une vision politique. Et sa femme fait tout pour dire aux enfants, papa n'a jamais donné de l'argent pour vous payer de l'école. Parce que papa finance dans la chambre, elle part avec les enfants au marché, ils choisissent. Et dans la technique, elle fait ça mal, et elle monte les enfants contre le papa. C'est en fait ça. Les collaborateurs du chef de l'État sont comme des mamans qui disent toujours à leurs enfants que nous sommes, que papa n'a jamais rien fait. Alors que papa, quand il vient au salon, il vient toujours vous dire, voilà ce que je veux. Alors là, il y a un problème technique. Il faut des techniciens pour implémenter la politique du chef de l'État pour que, enfin, nous passons de revendeurs à producteurs. Parce que ils ont parlé du cacao, du café. Moi, je parle du manioc. Un blanc s'est levé, il a dit les Africains sont plus sages parce qu'ils mangent du manioc. Le manioc est un bec. J'ai dit, est-ce que tous les blancs qui sont fous, drogués là-bas, ont mangé du manioc? Avec le manioc, nous avons du tapioca, nous avons du couscous, on vend du pain de manioc au Carrefour Sam où j'habite. Il y a une boulangerie là. Mais il y a un autre Carrefour de l'amitié. Qui fait quoi pour encourager ces industries? Il y a le vin Ntondobe, le whisky, le bon whisky Ntondobe, fabriqué en Colbison, qui est bon. Il y a le whisky de cacao, produit au Cameroun. Mais on peut faire la promotion de ça. Comme ça n'aide à rien à ceux qui ont, comme disait tout à l'heure, cette horde de personnes, le frère d'en face. On ne fait pas la promotion de ça parce qu'on va acheter le Chivas, ceci ou cela. Non. Consommons et produisons ce qui est qu'on peut bien. Et nous avons, Dieu seul sait ce qu'il a fait du Cameroun pour que nous soyons si à l'aise. S'il continue donc de nous laisser là, nous pouvons produire et vendre ce que nous-mêmes nous produisons et consommer. Merci Jean-Paul. Alors Alain Douk, on parle du Made in Cameroun ce matin. Comment passer de revendeur à producteur pour un développement harmonieux? Moi je veux m'en tenir au titre. Il parle du développement. Donc, nous sommes dans le giron de l'économie politique. Tout développement doit être pensé. On doit avoir la philosophie et l'idéologie d'un développement. Donc la responsabilité publique sera donc forcément d'une manière ou d'une autre engagée. Parce que c'est donc la politique qui va créer un cadre régulatoire, un cadre propice pour que tous les différents acteurs du système économique s'épanouissent. Excusez-moi les amis, mais on ne pourra jamais
parler de développement dans un pays quand, au niveau de la pyramide de Maslow, vous êtes encore à résoudre des problèmes les plus basiques tels que la nutrition, la survie? Vous voulez parler objectivement de développement, résolvez la question de l'autosuffisance alimentaire. La sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire. Dites-moi les amis, quand vous êtes encore à ce niveau, vous n'avez même pas résolu ce problème, quelle politique de développement allez-vous pouvoir porter dans un pays où on exporte tout, même ce qu'on mange? C'est très dangereux. Vous dépendez encore de l'extérieur pour votre survie, pour votre alimentation, et vous pensez que vous pouvez vous développer. Par quel tour de passe-passe? Par quelle alchimie? C'est là où nous en sommes encore. Je suis scandalisé. Il n'y a pas assez de temps. Vous savez que je te le disais là, parce que ce sujet, il est tellement profond qu'en réalité, même 3 heures ne nous auraient pas suffi à aller en profondeur pour expliciter ce qu'il faut retenir de cette histoire. Mais à tout le moins, les amis, je suis scandalisé. Quand dans mon quartier ou pas loin, je constate qu'il y a une floraison, une prolifération d'unités de distribution de Chinois, où on vend tout et presque rien. On vend des caleçons, on vend des chemises, on vend de la porcelaine, de la verrerie, on vend tous les stylos, les cuillères. Et ça me donne mal au crâne. Cette invasion, par exemple, j'ai pris juste la Chine pour illustrer mon propos, cette invasion d'une nationalité autre que la nôtre pour des choses qu'en principe, au Nigeria, ils produisent tout ça. Hein? Quand vous êtes encore à ce niveau-là, ou même les choses les plus ridicules, et les autres qui viennent vous les fournir, vous pourrez parler de développement. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fait le point. Il faut qu'on s'asseye et qu'on pense vraiment le développement. Il y a une philosophie et il y a donc des mesures qui doivent accompagner la philosophie du développement. Et les mesures en question doivent être drastiques dans le cas d'espèce où nous sommes là. C'est-à-dire que si vous pensez que les mesures à prendre devront faire l'assentiment de tout le monde, quand vous les avez déjà accoutumés à des mauvais comportements, votre développement devra être différé. On ne peut pas expliquer qu'on délibérément. Vous allez voir que même dans le grand label, le grand lobby qui promeut la dynamisation du système économique, par exemple si je cite le GCAM, vous allez vous rendre compte que même là au niveau du patronat, de ces entreprises, il y a des gens qui sont partis prenants pour ce système de saignée de la balance commerciale. Puisque leur activité principale, ce n'est pas de produire localement, pour certains d'entre eux, mais c'est de glaner un chiffre d'affaires, faire du profit sur une activité d'extraversion. On passe le temps à importer tout, et puis finalement c'est les devises étrangères qu'on doit utiliser pour importer les biens en question, en faisant mal à notre stock de réserve de devises, en faisant mal à notre économie, à nous. On ne peut pas parler de développement tant que c'est encore ce type de philosophie que les gens promeuvent et appliquent. Or, vous allez remarquer qu'il y a un lien incestueux entre ceux qui agissent ainsi et les pouvoirs publics qui leur accordent des avantages, des allègements fiscaux, etc. Parfois même, comme ils sont engagés politiquement, ils ne payent même pas les impôts comme ils devraient payer. Vous venez de le dire. Que le problème est trop profond. Mais vous venez de le dire. Merci, cher On s'est rendu compte de ce que le conseil économique des entrepreneurs était à la fois le conseil technique du ministre des Finances. Merci, cher Donc il venait avec les dossiers pour l'exonération fiscale. Qu'est-ce que ça peut donner? Merci à Ibrahim Maxime, merci à Cyril Chamba. Je n'oublie pas de remercier Jean-Paul Baïha, de remercier Roger Kiek de Kiki à Lindou pour le passage de ce jour. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres jusqu'à 7h. Espace Miné, c'est terminé pour aujourd'hui. On va vous donner rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h pour une autre production. Excellente journée à toutes et à tous et surtout, très bonne suite d'émissions sur Info TV.